Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être dans cet amphi luxueux. Je ne sais pas si on a encore le droit d'être dans des amphis aussi luxueux alors que le monde va si mal. Donc nous sommes privilégiés. Profitons-en. Merci d'avoir pris de votre temps. Merci aux intervenants que je vais vous présenter dans un instant. J'aimerais que les femmes qui sont dans la salle lèvent la main, s'il vous plaît. Ah oui. Et les hommes? Donc vous êtes minoritaires. Alors vous allez vous dire, mais c'est pas possible, encore une brochette d'hommes, etc. Alors j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Nous avions Roxane Varza qui dirige la station F qui devait être parmi nous. Et la bonne nouvelle, pour vous et pour nous, c'est qu'elle a le Covid. Pas pour elle, évidemment, malheureusement. Donc elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et donc, je compte sur vous, mesdames, pour intervenir spontanément tout à l'heure. Mais enfin bon, c'est les hasards de la programmation et de la contamination. Ceci étant dit, je vous donne notre sujet du jour. Imaginons l'entreprise du futur. On va essayer de le faire avec vos questions.
celle des étudiants qui nous font l'amitié d'avoir super bossé ce débat. Ils sont devant. Levez la main les étudiants, vous les verrez de dos, mais ils sont bien présents, ils sont devant. Et donc on va faire une heure et demie ensemble qui va se diviser en 3 tiers. J'étais pas bon en maths, donc j'ai failli dire 4 tiers, enfin ça aurait été catastrophique. Le premier tiers, on va discuter ensemble avec les intervenants. Le deuxième tiers, les étudiants vont poser des questions que je n'aurais pas posées, et il y en a plein. Et puis ensuite, nous donnerons la parole à ceux d'entre vous qui souhaitent poser des questions. Alors imaginons l'entreprise du futur. On est à la Sorbonne, moi on m'a enseigné qu'il fallait bien lire le sujet. Prenez un quart d'heure, 20 minutes pour lire le sujet avant de partir, etc., etc. Et donc, imaginons l'entreprise du futur, ça veut dire essayer de rêver un peu, essayer de se projeter. Pour les intervenants, c'est à partir de leur expérience, essayer de la concevoir, même si ce n'est pas la leur. Est-ce qu'ils ont en tête un futur désirable ? Le mot désirable est devenu à la mode. Quel futur désirable pour l'entreprise et pour ceux qui y travaillent, pour ceux qui en sont actionnaires, pour ceux qui veulent y investir. Sans plus attendre, et pour traiter ce sujet, à ma gauche, Guillaume Charlin, qui est directeur général du Boston Consulting Group. Immédiatement à ma droite, Andrew Wild, qui est directeur général d'HSBC en France, Continental Europe. Et enfin, Pierre Louette, qui est président du groupe Les Échos Le Parisien, qui compte dans sa galaxie évidemment Les Échos Le Parisien, un certain nombre d'autres titres, l'organisation de l'événement Viva Technologie, également une radio classique, excellente radio, dont je suis collaborateur. Ça veut dire que toutes les questions que je vais poser... Merci. Donc toutes les questions que je vais poser à Pierre sont sujettes à caution, puisque j'adore mon patron, chéri, mon amour. Voilà. Alors je vais commencer non pas par le sujet, mais par un fait d'actualité. Et avant ça, je vais quand même justifier ce panel. Nous avons, avec le Boston Consulting Group, une organisation qui s'intéresse à la stratégie des entreprises et qui donc les aide à se projeter dans l'avenir, à essayer de mieux comprendre leur marché et les anticiper en fonction de leurs moyens et des moyens sur lesquels elles pourront tabler dans l'avenir. Nous avons, avec Andrew Wild, quelqu'un qui aide les entreprises à se financer. Donc j'imagine que vous mangez au petit déjeuner, au dîner et au déjeuner des business plans, j'ose espérer. Bon, voilà. Et au-delà de cela. Et puis Pierre Louette, qui, à travers les Échos notamment, mais qui est aussi dans la position d'un chef d'entreprise, mais à travers les Échos, qui essaie d'informer, d'alimenter les chefs d'entreprise, les décideurs économiques, et pas que, sur le temps présent, le temps qui vient, et donc le futur, puisqu'il y a des articles au long cours dans les Échos, et évidemment avec Viva Technologie, et ce sera un des éléments de notre discussion, d'essayer de voir comment la technologie s'invite dans les entreprises, pour le meilleur, espérons, et puis de temps en temps, pour le pire. Alors, ma première question, elle a rapport à ces 8 étudiants d'AgroParisTech, rejoints par une étudiante d'HEC qui, au moment de la remise de son diplôme, a expliqué, à l'instar de ces étudiants d'AgroParisTech, qu'ils ne voulaient pas pactiser avec des employeurs et donc des entreprises qui participaient d'une façon ou d'une autre à une forme de complicité avec le réchauffement climatique. Donc nous avons eu là affaire à des consciences de l'humanité qui ont rappelé au moment de la remise de leur diplôme qu'elles ne mangeraient pas de ce pain-là, je schématise avec un peu de mauvais esprit. Je voudrais savoir comment vous avez reçu ces prises de parole et je vais commencer par vous, Pierre. Merci de commencer par moi. Ça fait la suite. Il a révélé qu'il était un des salariés du groupe. C'est pour ça qu'il a insisté sur le fait. Mais ça ne rend pas conflicté pour autant parce que vous verrez qu'il est d'une grande liberté de ton en général et qu'on ne peut pas le contraindre. Alors, merci pour cette question, David, parce que j'ai été moi aussi très interpellé par ça. Et en même temps, j'y vois quand même quelque chose de positif, à condition que ce soit le point de départ d'une réflexion. On a vu énormément d'étudiants, et j'en ai fait partie tout à fait clairement dans le passé,
qui s'inscrivaient au fond assez largement dans les pas, dans la suite de leurs prédécesseurs. Donc, on s'inscrivait dans une suite, on se projetait, et on se projetait dans une carrière telle que les prédécesseurs l'avaient vécue aussi. Et donc, en fait, il y a eu des interrogations, bien sûr, il ne faut pas minimiser, mais on était dans un monde construit et dans lequel on se disait, dans les 20-30 prochaines années, on continuera à apporter des briques supplémentaires à l'édifice, et ça devrait changer certainement, mais on ne voyait pas absolument en quoi, ontologiquement, par essence et profondément, ça changerait. Il y avait une continuité comme ça qui était projetée. Là, il y a des étudiants, et vraiment, je pense qu'il ne faut pas leur en faire grief. Après, il faut regarder ce qu'ils font de leur colère. C'est pour moi les raisins ou les raisons de la colère, on les voit, mais ce qu'ils font de leur colère, ça, c'est important. Mais il y a des étudiants et des étudiantes qui disent on ne peut pas aller, et on ne veut pas aller dans telle ou telle entreprise parce qu'on considère qu'elle n'est pas éthique ou qu'elle n'est pas en train de réformer ou de construire un monde meilleur. C'est quand même pas mal, je veux dire, on peut s'arrêter un instant là-dessus et dire ils n'ont pas entièrement tort de se poser ces questions-là. Se poser des questions d'abord, et c'est pas ici évidemment que je pourrais dire le contraire, se poser des questions, c'est la base de tout. Interroger le réel, interroger le vivant, questionner les évidences, se dire il n'y a pas des choses comme ça et puis je m'inscris dedans et je fais comme on a fait. Surtout pas aujourd'hui, donc il faut se poser des questions. Après, ce qu'on fait de cette colère, c'est vraiment important parce que il importe à mes yeux essentiellement qu'ils construisent peut-être aussi, qu'ils aident à construire des entreprises d'un genre nouveau, parce que, et je finirai cette première intervention de cette façon-là, parce que pour moi, l'entreprise est un lieu fondamental de création de richesse, ça n'est pas un lieu d'asservissement absolu et d'exploitation des femmes et des hommes. Donc, eh bien, si leur interrogation est là, eh bien, qu'ils contribuent à construire une entreprise d'un genre nouveau ou des entreprises de genre nouveau, elles peuvent être petites, grandes, moyennes, on en a besoin. Il se trouve que c'est une activité humaine fondamentale. Il se trouve que ça fait quand même quelques milliers d'années qu'on en fait et qu'à partir de ces entreprises-là, il peut y avoir d'ailleurs des États, il peut y avoir de la redistribution, mais s'il n'y a pas de création de richesse, on a quand même un problème. Donc moi, je suis dans un groupe qui a une tradition libérale, Les Échos est un journal de tradition libérale, et on affiche assez fortement nos valeurs, et en même temps, je suis dans un groupe, et j'ai donné il y a 3 ans maintenant, une impulsion assez claire à ce groupe, qui est de s'inscrire dans une démarche de RSE, de responsabilité sociale, environnementale, une démarche éthique, parce que je suis absolument convaincu qu'il n'y aura pas d'entreprise dans le futur s'il n'embarque pas cette dimension-là. Et je finirai aussi, parce que ça ouvre des perspectives éventuellement à d'autres questions, par cette réflexion qui moi, m'a sauté aux yeux il y a 4 ans en prenant la présidence du groupe. L'objet social des entreprises a changé. Enfin, entreprise, ce n'est pas une catégorie pour les juristes qui existent, c'est société de différentes formes, anonymes, SAS. Bon. Mais avant, une société, c'était une structure dans laquelle des propriétaires se répartissent des profits. Les propriétaires sont les actionnaires. Une structure dans laquelle les actionnaires se répartissent des profits. Aujourd'hui, depuis la loi Pacte, dans l'objet social, il y a une volonté de contribuer au bien commun, de ne pas consommer exagérément la planète et d'apporter quelque chose de bénéfique. Voilà. Donc l'objet a déjà évolué. Il y a de la place pour des jeunes talents et des jeunes envies dans cet objet-là. Andrew, je voudrais une réaction aussi sur cette prise de parole des étudiants d'Agro Paris Tech. Une prise de parole peut-être d'un regard anglais sur cette prise de parole française. Est-ce que ça peut arriver en Angleterre, une affaire comme ça? Même si aujourd'hui vous travaillez de la France et dans un contexte français et européen. Votre regard là-dessus et savoir si vous vous dites les Français, une fois de plus, ils font rien comme les autres. Très bien, des questions difficiles. Je suis basé à Paris, je suis un Anglais et je m'occupe de HSBC dans à peu près 13 ou 14 pays en Europe, donc je peux aussi donner cet avis. Je veux dire, pour moi, j'ai regardé ce thème et ces propos de façon très intéressante. Et je pense qu'en fait, bon, là, on a des sujets qui sont très vifs, on a des sujets qui sont très importants, mais en fait, ils représentent les challenges que toutes les grandes entreprises ont aujourd'hui, on est dans un monde, on aurait dit ça il y a 10 ans, mais c'est plus vrai, je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui que dans le passé. Tout accélère en termes de changement, ça c'est la première chose, et je pense que durant les 10 années à venir, vont encore plus accélérer, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les entreprises doivent être engagées sur un nombre de sujets, dont celui dont ces étudiants parlent, et les entreprises qui ne s'engagent pas sur ces sujets, en fait, risquent d'être un petit peu laissées de côté, soit par des consommateurs, soit même par... je veux dire les travailleurs, les collaborateurs. Et je pense que ce sujet est important. Le sujet de la diversité et de l'inclusion aussi est important. Et si les entreprises ne se prononcent pas sur ces sujets, les travailleurs et les collaborateurs, je dirais même, se prononcent eux-mêmes et vont aller chercher d'autres sujets. Il y a le sujet de la technologie aussi, à la fois technologie et ce que ça veut dire, et beaucoup d'autres sujets. Le sujet du télétravail est un sujet peut-être qu'on en
parlera un petit peu dans on va en parler juste après sujet qui est un vrai sujet pour tout le monde. Il y a eu des progrès durant la période Covid. Où est-ce qu'il faut aller dans les années à venir? Donc non, je ne pense pas que ce soit un regard, on va dire, quelque chose de français. Je pense que c'est une vraie demande de la part, on va dire, d'étudiants, de la part de collaborateurs dans les entreprises, à voir les entreprises aujourd'hui bien s'engager sur un certain nombre de sujets importants. Guillaume. Bonjour à tous d'abord. Est-ce que vous recruteriez un de ces étudiants d'AgroParisTech pour aller vous secouer un peu au Boston Consulting Group, où vous n'avez pas besoin d'être secoué? Non, mais je crois qu'on a besoin d'activistes sur ces sujets-là. Donc ce discours, il a le mérite d'exister, et je forme le vœu que cette colère se transforme en action. Alors ça peut être avec talent, comme le font des Elon Musk ou des Steve Jobs à son époque, et c'est tout ce que je leur souhaite. Mais ça peut être aussi en étant employé de société et en étant activiste à l'intérieur de l'entreprise pour la faire évoluer. Je pense que chaque nouvelle génération, et je m'adresse là en particulier aux étudiants, a cette volonté de vouloir transformer le monde. Et c'est très bien. Et le monde en a besoin aujourd'hui. Simplement, je ne pense pas qu'on transforme le monde en restant sur le banc de touche et en critiquant ce qui se passe dans la mêlée. On peut observer, mais ça ne fait pas avancer les choses. Donc quand on veut changer le monde, il faut rentrer sur le terrain, se mettre dans la mêlée. Et puis, on peut passer par le côté, on peut pousser dans la mêlée, mais il faut être dans l'action. C'est ça qui fait changer le monde. Et donc, je forme le vœu que cette colère se transforme en action. Alors, puisque vous l'avez cité, Andrew, vous avez cité Elon Musk, et tout à l'heure, en préparant cette rencontre, Guillaume Charlin me disait, il y a quand même le mail à ses employés d'Elon Musk qui leur dit « Tout le monde chez Tesla est tenu de passer un minimum de 40 heures au bureau par semaine. Si vous ne vous présentez pas, nous considérons que vous avez démissionné. » Et puis il ajoutait un peu plus loin, il y a bien sûr des entreprises qui n'ont pas besoin de télétravail, bien entendu, qui ont besoin du télétravail et pas besoin de présentiel, mais à quand remonte la dernière fois qu'elles ont expédié un nouveau produit génial? Tesla a créé et fabriquera réellement les produits les plus excitants et les plus significatifs de toutes les entreprises sur Terre. Cela ne se fera pas en téléphonant. Alors là encore, on retrouve Elon Musk mettant les pieds dans le plat, mais c'est pas mal, les pieds dans le plat, parce que ça permet de crever des abcès et des non-dits. Pierre Louette, vous êtes intéressé par la façon dont on attire les gens, alors vers l'entreprise, mais la question aujourd'hui se pose d'attirer les gens qui sont salariés ou qui travaillent dans l'entreprise, les faire revenir. Moi, j'ai une conviction, c'est que si on continue sur cette pente du télétravail, je pense que la société s'effondrera. Mais c'est juste une conviction un peu folle, hein, un peu réac, mais voilà, donc je voudrais votre avis là-dessus. Alors, je ne sais pas si j'irai au grand effondrement, mais on est vraiment, et c'est difficile d'aborder la question dans toutes ses acceptions, on est avec le rapport au travail et son évolution, notamment depuis la pandémie, dans une des questions absolument clés de notre temps. Donc, tu as raison là-dessus. Ça met en cause beaucoup de choses. Ça met en cause effectivement une séparation, tout le monde l'a vu, entre travail et vie personnelle. Bon, ça, il y avait déjà des prémices ou des interrogations là-dessus. C'était souvent posé plutôt sur le côté le travail, je l'emporte à la maison. Mais là, on était à la maison et on travaillait. Donc, il y a eu une confusion des frontières. Et une confusion des genres aussi, éventuellement. On a découvert aussi des nouvelles injustices. Et on a ou pas une salle dans laquelle on peut s'isoler. On a ou pas une bonne connexion pour se connecter au bureau. Enfin bon. Donc il y a eu une découverte aussi que tout le monde n'était pas égal non plus dans la capacité à travailler à distance. Mais fondamentalement, et nous on l'a vécu aussi dans le groupe Les Écoles Parisiens, à un moment tout s'est fermé. On était 4 ou 5 dans un immeuble où il y a 1500 personnes. Bon. Et on s'est rendu compte que ça continuait, donc on pouvait continuer à livrer des journaux, à produire des journaux tous les jours et de l'information en continu, mais quelque chose quand même se distendait dans la nature du rapport au travail. Alors moi je suis vraiment, on est en plein travail justement là-dessus, en pleine évolution. Ce qu'on a fait nous, c'est d'abord augmenter le nombre de jours de télétravail admissibles, donc ce sont des accords d'entreprise. Les chefs de service, en fonction de l'organisation du travail, peuvent dire tu pourras être absent 2 jours ou éventuellement 3 jours. Donc ça, on a modifié. On a restitué des étages aussi dans notre immeuble parce qu'on a mis en œuvre le flex office en disant après tout, vous viendrez moins souvent, donc vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir un espace aussi personnalisé. Il n'y aura pas cette appropriation aussi forte puisqu'on y sera moins souvent. Donc ça, évidemment, on l'a utilisé pour permettre de faire des économies, ce qui permet d'embaucher des nouveaux talents ou aussi de financer des plateformes informatiques dont on a besoin. On a fait tout ça et on constate encore maintenant qu'il y a toujours beaucoup de gens qui ne viennent pas travailler. Mais on constate aussi que ça ne marche pas moins bien.
Donc c'est là, si tu veux, où l'interrogation est très aiguë, c'est que notre audience s'est développée. On a, aux Parisiens, en 3 ans, dont 2 ans de pandémie, on a multiplié par 10 maintenant le nombre d'abonnés numériques. Donc on a une espèce de décollage terrible. Une partie était liée au fait que les gens étaient à distance, d'ailleurs, mais maintenant ça a continué. Les échos ont basculé dans plein de côtés positifs. Ah bon. Donc ça marche pas moins bien. Ce qui se passe, je trouve, c'est que la propension à être en relation forte avec l'entreprise est peut-être en train de baisser. Pour vous, pour les plus jeunes, ce que je vois au premier rang, c'est quelque chose qui va guider forcément vos vies. Vous allez devoir contribuer à réinventer cette relation au travail et vous dire, est-ce que l'entreprise, je la hais ou je l'aime? Avant, j'allais dire, quand on l'a haïssé, c'est qu'on pouvait aussi l'aimer. Maintenant, c'est plutôt l'indifférence dont on se méfie. C'est plutôt ce côté, j'y vais un peu, mais ça se passe beaucoup chez moi, je vais éventuellement y consommer quelque chose. Aller consommer du collectif va peut-être redevenir important aussi. Et consommer du collectif, c'est pas tout à fait rien, c'est se retrouver. Après tout, c'est une des définitions d'intelligence, c'est relier des objets différents les uns aux autres, c'est travailler ensemble. Il y a aussi toute cette thématique que vous connaissez peut-être aussi de ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire le côté, on va découvrir par hasard, parce qu'on va croiser quelqu'un dans l'amphithéâtre ou dans le couloir, on va parler ensemble, on va dire tiens, on pourrait faire ça. La sérendipité organisée par Zoom ou par appel vidéo, c'est pas évident. Créer de l'imprévu dans une structure comme celle-là, c'est pas évident. Donc je pense qu'on est en train de perdre certaines choses, on est en train d'apprendre aussi, et peut-être y aura-t-il un nouveau temps du rapport au travail dans quelques mois, quelques années, avec beaucoup de gens qui diront maintenant, moi je veux, et j'entendais quelqu'un tout à l'heure aussi dans la préparation en parler, dire moi je veux un bureau, je veux retourner au bureau, je veux pas être à distance, je veux pas être chez moi, je veux le collectif, je veux vivre ensemble. Bon, après tout, tant mieux, ça sera aussi une maturité dans ce rapport-là. Andrew, dans la banque, un processus a commencé avant les salariés, c'était la dématérialisation de la relation avec sa banque. Ça a commencé il y a 20 ans ou 25 ans. Ça a conduit certaines banques à fermer des agences. Donc le distanciel, c'est les clients qui l'ont emmené. Vous imaginiez, vous, que le distanciel, les salariés se l'approprieraient? Parce que dans la banque aussi, j'imagine qu'aujourd'hui, il y a du télétravail ou ce qu'on appelle du travail hybride. Jusqu'à quand? Dans quelle proportion? Est-ce que vous vous dites, finalement, c'est très bien? Ou est-ce que déjà, on commence à se poser des questions sur l'efficacité de cette organisation? Oui, très bien. Et d'abord, moi, je me souviens maintenant, en mars 2020, là, je parle au niveau du groupe de HSBC, donc presque du jour au lendemain, c'était pas tout à fait ça, parce qu'on voyait l'Asie au début, ensuite c'est venu en Italie, et c'est amusant, comme personne ne pensait que ça allait venir dans son propre pays, mais c'est venu rapidement, et on a eu, donc je dis du jour au lendemain, mais c'est pas tout à fait ça, à peu près 230 000 collègues qui travaillaient de chez eux. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'énorme au sein du groupe HSBC. Donc d'un côté, on a bien, réagi de façon intelligente et de bonne santé pour tous les collaborateurs. D'un autre côté, je pense que Pierre le disait, si on est quelqu'un, une famille, dans un petit appartement quelque part, la vie, on va dire en télétravail, ou la vie en cloisonnement ou en confinement, pardon, était très différente de celle d'une grande famille qui a de la place, etc. Et donc, ça a amené de la distorsion. Il a fallu pour nous, au sein de HSBC, qu'on fasse très attention aux jeunes en particulier, qui venaient tout juste de débuter, d'un point de vue santé. Mais bon, ça a changé pays par pays. On a encore Chine et Hong Kong qui sont un petit peu plus confinés aujourd'hui que d'autres parties du monde. On a aussi vu, c'est important de le dire, sur la partie commerce international, qui est souvent faite à partir de l'Inde, des histoires tragiques. Et donc tout ça, en fait, on a besoin d'avoir tout ça en tête pour avoir une politique, je dirais, sur le télétravail. Nous, chez HSBC, en Europe continentale, donc en France, on a donné le choix. Il y a un ou deux services où vous êtes obligé d'être dans la banque. Dans les marchés, le régulateur le demande et c'est normal. Et on a un ou deux autres services dans les agences où il faut être dans les agences. Mais on a donné le choix aux collaborateurs de choisir soit 1, soit 2, soit 3 jours de télétravail. Et je ne sais pas quelle est la bonne réponse. C'est un sujet sur lequel, avec mon ex-co, on est en train de débattre. Il y a des opinions très, très diverses là-dessus. Mais en tout cas, juste pour finir là-dessus, on ne reviendra jamais au passé, où tout le monde doit revenir au bureau tout le temps. En même temps, je pense que personne au bureau pendant 5 jours. Il va y avoir, surtout pour les jeunes qui apprennent, quelque chose de fondamental va manquer. Et puis c'est vrai que Zoom fatigue, ou Teams fatigue vraiment. Et il y a un côté bien-être
aussi. Il va y avoir des sujets que on n'anticipe même pas aujourd'hui, qui vont devenir sur la scène, je dirais, dans peut-être 18 mois, 2 ans, de gens qui sont complètement fatigués par Zoom. Donc c'est pas simple. Mais des risques psychosociaux, y compris ou induits par cette mise à distance. Mais c'est surtout pour moi le manque de formation, parce que on apprend souvent quand on est à côté de quelqu'un d'un peu plus senior, et on apprend vite et rapidement. Et je pense que cette partie-là, on la perdra. Guillaume, chez vous au Boston Consulting Group, vous êtes souvent chez des clients, donc vous êtes culturellement pas au bureau depuis souvent. Vous êtes en mission. Mais est-ce qu'on peut imaginer d'être en clientèle chez soi tout en étant chez un client? C'est-à-dire, c'est du Zoom permanent, quoi. Alors en fait, nos équipes passent environ un tiers de leur temps chez nos clients. Ouais, donc les 2 tiers, soit dans nos bureaux, soit en télétravail. Et je pense qu'après 24 mois, j'arrive un peu aux conclusions qui viennent d'être esquissées par Pierre et Andrew. On ne croit pas aux extrêmes, c'est-à-dire que tout le monde ne reviendra pas 5 jours au bureau, ça c'est sûr. En revanche, le télétravail à 100%, ça ne marche pas non plus. Pour 2 raisons. La première, c'est celle qui vient d'être évoquée, c'est le compagnonnage. C'est-à-dire que nous, en particulier, on est dans un métier qui s'apprend par compagnonnage. Et donc, on apprend à côté de quelqu'un qui a quelques années de seniorité supplémentaire. Et en fait, cette interaction, elle ne se fait pas par Zoom. Donc, la courbe d'expérience et l'apprentissage se fait moins vite. Et ça, c'est très visible pour les jeunes. Et la deuxième, c'est qu'on ne transmet pas les valeurs et l'engagement. Et alors évidemment, je ne parle même pas des exercices de créativité qui sont quand même très réduits par Zoom et par Teams. Donc nous, ce qu'on a imposé, en fait, c'est 3 jours de colocalisation. Alors, colocalisation, ça peut être soit chez le client, soit au bureau. Mais c'est 3 jours minimum. Certains pourront décider de faire 5 jours s'ils le souhaitent, mais c'est au moins 3 jours. Et ce qu'on a observé surtout, c'est qu'il y a un cercle vicieux qui s'installe chez ceux qui, en fait, viennent de moins en moins au bureau. C'est-à-dire qu'ils ne viennent plus, du coup, la distance émotionnelle, l'engagement émotionnel se détend, et du coup, ils ont un peu moins envie de venir. Alors, il y a toujours une bonne excuse, ah ben non, finalement, pas lundi, je viendrai mardi, puis mardi, mais non, je viendrai plutôt mercredi, parce que de toute façon, un tel ou un tel n'est pas là. Et en fait, de fil en aiguille, on vient de moins en moins et du coup, on a moins envie de venir et on se désengage. Ça touche tout le monde ou de certaines populations? Alors, ça a touché, en fait, j'ai envie de dire, les milieux de pyramide et les gens les plus seniors et notamment ceux qui sont en maîtrise de leur job. Ah, parce qu'au début, on accusait les jeunes. Exactement. Ce qui était pratique. Au début, on accusait les jeunes. Ouais. Mais en général, ce sont les seniors qui parlent. Et en fait, on s'est aperçu que ça leur fournissait un bel alibi. Parce qu'en réalité, les jeunes nous ont assez vite dit, mais en fait, vous ne tenez pas votre promesse. Nous, notre promesse, c'est quand même de développer les gens et de former les leaders de demain. Et assez vite, les jeunes nous ont rappelé qu'en fait, on ne tenait pas notre promesse. Et donc, ils nous ont dit, mais nous, on veut revenir au bureau. Or, en fait, les gens les plus seniors qui sont en maîtrise de leur job, qui connaissent bien l'entreprise, qui connaissent bien leurs clients, eux, fonctionnent extrêmement bien à distance et ont même gagné en productivité. Et donc, c'est eux qu'il a fallu ramener en fait, dans l'enceinte, dans les murs, pour qu'ils puissent former et intégrer les plus jeunes. Revenez du Luberon, revenez des Yvelines, revenez de la montagne. Ce qui était un peu contre-intuitif. Parce que, je ne sais pas si Pierre et Andrew ont expérimenté la même chose, mais... Pour les jeunes, ce qu'on a vu, c'est que quand même pour rencontrer l'autre, c'est pas mal d'aller dans l'entreprise, quoi. De sortir de son appart, éventuellement pas grand, on est tout seul, quoi. Donc eux, ils ont très vite dit, c'était les premiers à frapper à la porte du retour. Donc mais effectivement, s'il n'y a personne à leur côté pour transmettre, ça pose un problème. Moi, j'aime bien cette idée de 3 jours de colocalisation. Je trouve que c'est une très bonne idée du BCG. Bon, moi, j'ajouterais juste qu'il y a un aspect dans les villes où les gens ont l'habitude de faire un commuting, on va dire, énorme. Donc, un Londres ou un New York. Là, c'est vraiment difficile, jeunes et plus anciens, de faire revenir. J'aimerais qu'on parle... Alors là, vous nous dites, mais vous deviez nous parler de l'entreprise du futur et vous êtes en train de tirer les leçons de la crise du Covid et de ce qu'elle a accéléré. Je pense que c'est utile parce que vous savez qu'à l'issue de cette crise, on s'est immédiatement... Et même avant la crise, on s'est projeté dans l'entreprise d'après. On n'avait pas sitôt tiré les leçons du présent et de ses traumatismes et de ses espoirs qu'il fallait immédiatement basculer dans le monde d'après. Donc je pense qu'on fait pas mal de se poser des questions sur les nouveautés, y compris les nouveautés choisies et les nouveautés subies. Je vous demande maintenant un exercice un peu d'imagination, mais comment vous la voyez,
vous, l'entreprise du futur. Et quand je dis imaginer, c'est un peu comme si j'avais à mes côtés 3 garçonnets, qu'on était en fin de CE1 ou CE2, et qu'on leur demandait de dessiner la maison idéale. Quelle serait, selon vous, l'entreprise la plus désirable pour vous? Alors, vous pouvez nourrir votre fantasme de tendances que vous observez dans la vôtre ou ailleurs, mais tiens, Guillaume, qui envoie des entreprises dans son métier tout le temps. Mais je vais démarrer par un exemple et puis j'en donnerai un peu le décryptage pour en tirer des tendances de long terme. Mais on a créé, nous, il y a 15 ans, le prix de l'entrepreneur social. Et le prix de l'entrepreneur social, en fait, vise à récompenser des entreprises qui servent le social et l'environnement. Et ce qu'on cherche, en fait, c'est des entreprises qui ont un modèle économique, en partant du principe que s'il n'y a pas de modèle économique, on ne passera pas à l'échelle et donc on n'aura pas d'impact, ou en tout cas pas suffisamment. Et on a récompensé, là, il y a quelques mois, au mois de novembre, une entreprise qui s'appelle Each One. Each One est une entreprise qui a été créée par Théo Skoubla et qui s'est fixée comme mission, en fait, d'intégrer les migrants, en partant du principe que ces personnes qui ne désidéraient pas, en fait, quitter leur pays, l'ont quitté alors qu'elles avaient un emploi, parfois qualifié, parfois un peu moins, mais en tout cas avec un savoir-faire. Et la mission d'Each One, en fait, c'est de prendre ces migrants et de les intégrer dans le pays de destination à la hauteur de leur savoir-faire d'origine. Et en fait, ils sont incapables de le faire seuls parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue, ils ne maîtrisent pas les arcanes administratifs. Et donc, Each One va leur faire un parcours de formation, non pas sur leur métier, mais en fait sur la langue, sur l'intégration dans le pays, pour les amener dans l'entreprise en utilisant leurs compétences d'origine. Et en fait, les entreprises sont clientes de ça, puisque les entreprises, notamment les grosses, mais aussi moins grosses, qui font face à des sujets de guerre des talents et de diversité, en fait, sont tout à fait preneurs de talents. Alors, en ce moment ukrainien, mais aussi d'autres pays. Et donc, Each One a trouvé un modèle économique et est une entreprise rentable. Et donc, on leur a donné ce prix et on les accompagne dans leur passage à l'échelle et dans leur croissance. Guillaume, vous la considérez comme appartenant à un futur désirable parce que les mouvements de population demain seront peut-être de plus en plus intenses et parce qu'elle répond à un sujet qui vient. Exactement. Donc, on a une société qui résout une véritable problématique humaine, en apportant une solution positive en fait pour tout le monde, pour les migrants eux-mêmes, pour les entreprises qui sont en recherche de recrutement et qui le fait de façon pérenne et soutenable puisqu'en fait elle a trouvé un modèle économique et donc elle va pouvoir faire de la croissance sans aller chercher des financements ou des subsides. Et donc ça nous semble intéressant et c'est un peu comme ça que je la vois, l'entreprise du futur. C'est-à-dire qu'elle répond à une mission sociétale définie au sens large, qui n'est pas uniquement d'accumuler des profits, mais qui est de résoudre les problèmes du monde, qui peuvent être des problèmes environnementaux, des problèmes humains. Elle donne du sens à son action et par la qualité de ses équipes, par la qualité de son modèle, elle arrive à croître pour accroître son impact. Et c'est un peu comme ça que moi je la verrais. Andrew, vous en voyez passer, vous, des entreprises, vous en financez, vous avez un point de vue imprenable sur tout un tas de secteurs d'activité. Si vous deviez faire comme l'aviateur du Petit Prince, mais en dessinant le mouton quand même, pas en mettant une boîte et en nous laissant fantasmer. Oui, donc j'écoutais un petit peu ce que disait Guillaume. C'est vrai que vous m'avez dit que je mangeais des business plans. Je sais, c'est peut-être que j'en mange beaucoup, c'est vrai, mais je vois beaucoup de types d'entreprises, les petites startups, les grandes entreprises françaises. Et donc pour moi, j'ai une admiration des deux. L'avenir, en fait, elle est dans les deux. L'avenir, elle est dans les petites startups, les petites entreprises qui sont en train d'aujourd'hui de développer les technologies de l'avenir. Il faut que des gens vieux comme moi arrivent à changer ma façon de raisonner, de comprendre ce que sont ces technologies. Donc j'apprends énormément. En mangeant ces business plans. En lisant les Échos. En lisant les Échos, en mangeant les business plans. Et en même temps, je suis admiratif des grandes entreprises françaises qui sont peut-être dans des secteurs comme l'automobile, l'aviation, et qui vont être obligées aussi, et qui sont déjà massivement engagées dans les changements climatiques, on va dire dans les changements de diversité et d'inclusion. Et pour revenir à la première question, qui doivent se prononcer sur tous les secteurs dont on a parlé. Donc pour moi, l'avenir du futur, en fait, elle sera composée de, je ne veux pas dire petites entreprises, mais d'idées, de technologies, de concepts que l'on va financer, que l'on va comprendre et qui vont contribuer potentiellement à quelque chose d'énorme, même si on ne le perçoit pas complètement aujourd'hui. Et ça fera partie de grandes entreprises ou moyennes entreprises qui vont se transformer. Andrew, vous venez de dire un gars comme moi qui doit toujours rester dans le coup. Vous êtes vous avez été modeste. Comment vous restez dans le coup? Comment vous vous nourrissez? Comment vous faites en sorte d'être influencé positivement pour pas louper certains coches et pour rester un manager formé à la nouveauté?
Parce que souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés, ou en tout cas, les dirigeants estiment qu'ils parfois, ils n'ont pas besoin d'être formés. Oui. Moi, c'est le contraire, je dirais. J'ai toujours besoin d'être formé. J'ai toujours, durant ma carrière de management, permis à une personne dans mon exco, beaucoup plus jeune, de faire partie de l'exco. Et son ou sa seule droit était de critiquer un petit peu ou d'apporter des choses que normalement les gens de mon exco ne me diraient pas. Donc souvent, ils pourraient dire ça. Cette réunion, c'était n'importe quoi, votre stratégie ne va pas marcher. Pas devant tout le monde, il vous le dit après. Devant tout le monde. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et vous l'avez gardé combien de temps? 1 mois, 2 mois? Non, je la change. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui fait ce rôle. Moi, je l'aurais viré tout de suite. Mais pas moi. Deuxièmement, un sujet qui me tient à cœur, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le sujet, on va dire, de la diversité et de l'inclusion. Je pense que l'entreprise du futur est obligée d'adresser ces sujets. Et c'est des sujets très, très, très vastes là-dessus. Quand j'ai pris la tête de HSBC Continental Europe, qui je reconnais est un nom anglais pour l'Europe, hein, mais bon, c'est l'Europe sans le UK. Mon exco, j'avais 25% de femmes, on a changé, on est à 50% aujourd'hui. On a fait des engagements publiquement sur où on sera dans 2 ans. Donc cette partie-là est importante. Mais les 2 sujets sur lesquels j'essaye d'apprendre aujourd'hui, c'est la technologie, surtout le blockchain. Ça, c'est une chose qu'il y a 12 à 15 mois, je ne comprenais pas du tout. Et je comprends un petit peu plus, mais je vois son application et bien sûr tout ce qui touche à l'ESG, les technologies pour que je puisse les financer et manger leur business plan. Pierre. Écoute, pour essayer vraiment de répondre très concrètement à l'entreprise du futur, d'abord moi je vois une entreprise qui a absolument au cœur de ses préoccupations l'environnement. C'est pas une option, c'est tout ce qu'elle fait en tête, en finalité, de ne pas contribuer à détruire plus la planète. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas le cas de chaque entreprise, ça ne va pas durer très longtemps. En tout cas, ça ne va pas être très bon pour nos enfants. Donc c'est vraiment l'environnement, pas nice to have, mais must have, quelque chose qu'on doit avoir, quelque chose qu'on doit absolument embarquer. Deuxième chose, l'entreprise qui a la formation au cœur de ses préoccupations. On a une DRH très solide et efficace dans le groupe qui essaie de pousser ces actions-là. Moi, je lisais récemment une statistique qui m'a complètement troublé, mais j'espère qu'elle le confirmerait. Mais il y a 10-15 ans, une compétence, on pouvait espérer qu'elle dure 30 ans. Aujourd'hui, on pense qu'une compétence, elle va durer 5 ans. Donc, si la formation n'est pas au cœur de ce que l'entreprise propose, là aussi, ça ne va pas durer très longtemps. C'est-à-dire que l'environnement, c'est parce qu'on a un problème de planète, et la formation, c'est que les gens seront mal dans l'entreprise et ne pourront pas rester dans l'entreprise longtemps. Et la troisième chose qui me paraît absolument clé et claire aussi, c'est qu'on doit pouvoir être soi-même dans l'entreprise. Moi, c'est vraiment une chose qui me semble ne plus pouvoir être tolérée, c'est qu'on est une sorte de masque social, on est une façon d'être, et que ça soit la façon dont on est à la maison. Puis ça change quand on met le pied dans l'entreprise, ou alors ça change quand on quitte l'entreprise. On peut plus se permettre. On l'a vu d'ailleurs, puisqu'il y a eu cette absence cette fluidité entre la maison et le bureau. Donc on doit être soi-même. Alors soi-même, c'est aussi un apprentissage social. On ne doit pas être n'importe comment. Mais c'est pas venez avec vos parents quand même. Qu'est-ce que tu veux faire des parents? On vient avec une partie de sa vie perso, quoi. Mais c'est-à-dire, de toute façon, tu viens avec tout. Moi, c'est aussi la chose qui me préoccupe le plus actuellement. Pardon, c'est pas une réponse à la question que tu posais, mais c'est la chose qui a le moins changé, je trouve. Je suis pas le seul. Hein, depuis peut-être 10 000 ans, la chose qui a le moins changé, c'est l'être humain. Et véritablement, la chose qui doit le plus changer maintenant, c'est ça. Il y a des bouquins entiers, par exemple, un truc qui s'appelle Le Bug Humain, de Sébastien Boller, un livre assez fantastique, qui explique que tout est fondé depuis les premiers âges primitifs de l'humanité sur la satisfaction de besoins immédiats. Bon, ça nous a quand même conduit dans une situation dans laquelle ça va pas très bien, globalement. Et on sait, on détruit la date de consommation de la planète, quoi. Tous les ans, un peu plus tôt, en juillet, on a consommé une planète, il en faudrait une deuxième. Bon, on détruit notre planète, la seule qu'on ait, la seule dont on dispose, parce que malgré tous nos efforts, on n'a pas trouvé d'autres endroits. Et donc, parce que satisfaire des besoins, le striatum, cette espèce de petite partie du cerveau qui vit dans la satisfaction, mais tout ça, il faut y travailler, il faut le changer, parce que si on ne change pas ça fondamentalement, on aura beau faire des théories et des colloques et des réflexions et avoir les meilleurs conseils du monde, on continuera à creuser notre tombe. Donc travailler sur l'homme, la femme, l'homme, ça me paraît central.
Ça veut dire, tiens, garde le micro, ça veut dire que la notion de profit et de rentabilité, qui était quand même un des alphas, l'oméga de l'entreprise, enfin il y a 20 ans encore, et aujourd'hui, les comptes, on les regarde, vous regardez tous les 3 des comptes tout le temps. C'est un mot je l'ai entendu une fois depuis qu'on a commencé à parler. Qu'est-ce qu'on fait des profits? Alors quand je dis qu'est-ce qu'on fait des profits, il y a la question de les partager. Bon, ben ça c'est une question vieille comme les résultats. Mais il y a cette place laissée au profit. Est-ce que ça reste un moteur, ou est-ce que la mission, est-ce que la philanthropie, est-ce que le fait d'avoir un impact positif, sinon neutre, est passé devant la nécessité de faire des profits? Non, mais je pense qu'on a enrichi le profit, si j'ose l'expression. Le profit ne peut pas être que financier. Et l'entreprise qui fait du profit doit quand même démontrer qu'elle fait des profits et qu'elle va investir, qu'elle va répartir, qu'elle va distribuer. Si c'est un profit qui est lié à la prédation pure et simple, je pense que ça ne marchera pas longtemps. Enfin, ça ne marchera pas longtemps collectivement d'ailleurs. Mais même, on a dans le groupe Les Échos Investir, on fait des salons où tous ceux qui veulent investir dans des entreprises viennent regarder, poser des questions. Et moi, je les entendais parler, ils disaient, on ne va pas acheter des actions d'une banque si elle finance des industries carbonées. Andrew le sait, certainement, ça devient... Il y a plusieurs cercles maintenant. Ils ont dit, je ne veux pas parce que je sens que mon argent va contribuer à quelque chose qui va détruire la planète, et je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas la détruire. Donc en fait, faire des profits, oui, parce que les profits, comme disait Schmitt il y a très longtemps, préparent les investissements et les emplois d'après-demain. Mais donc, s'il n'y a pas de profit, ça va être très compliqué dans notre système. Mais des profits plus enrichis par la préoccupation globale, des profits qui soient plus RSE, des profits qui ne soient pas de la prédation. Ça, je pense que oui, ça a changé. Et par rapport au moment où on est entré dans l'entreprise les uns ou les autres, heureusement, ça a changé. Andrew, les investissements, quand vous prêtez de l'argent à des sociétés, est-ce que vous faites attention à ça, ou est-ce que la performance financière reste le premier des critères? Non, pas du tout. Pour une banque qui est très régulée, je dirais, dans ma tête, j'ai toujours deux lignes. J'ai bien sûr les profils, tout ce qui touche à l'entreprise, en fait, doit être OK pour les clients, doit être OK pour les employés, pour les régulateurs. Et si on ne plaît pas, je dirais, à tout cet ensemble, à la fin, l'entreprise n'est pas équilibrée. Donc non, on regarde de plus en plus sur tous ces thèmes. Et bien sûr, il y a les actionnaires qui étaient la quatrième partie du stakeholder sur lequel on est. Ben non, mais tout aujourd'hui, on est très engagé sur tous ces sujets. Il y a une transition, je dirais, qui est massive sur le marché financier pour tout ce qui touche à l'ESG, etc., pour reprendre ses propos. Et donc, elle est en cours, et je pense qu'elle va encore prendre un peu de temps. Mais on devra aller vers un monde où je dirais, les produits d'investissement, de financement sont clairement labellisés, etc. Et donc, on sait dans quoi on investit. Guillaume nous a donné un exemple d'une entreprise qui, pour lui, incarnait le futur. Pierre nous a emmenés sur la piste écologique et de l'impact. Je m'arrête à vous deux quand même, parce que vous avez peut-être une entreprise dont vous vous dites, tiens, voilà quelque chose qui peut, si ce n'est incarner le futur, mais enfin, voilà un modèle intéressant. C'est ce que j'ai essayé, peut-être que j'ai mal répondu. Un exemple. Moi, l'exemple de Airbus, par exemple, l'exemple me fascine, parce que c'est une industrie où même l'entreprise est très engagée dans ces changements, et c'est comme un petit peu pour les métiers financiers. C'est un métier où il faut vraiment changer. En même temps, il y a des entreprises que l'on finance qui font de l'éolien, donc des projets de technologie, de purification de l'eau, qui sont aussi très intéressantes, dont les noms ne voudront rien dire pour les gens de l'audience. Mais donc il y a un peu ça veut dire que le challenge d'Airbus, vous le trouvez intéressant? Je pense que tout le monde est engagé. Il faut que tout le monde soit engagé, et c'est ce qu'on disait au début. Il faut être dans le cercle pour changer le monde dans lequel on est. Il ne faut pas être juste à l'extérieur. Et donc j'aurais pu choisir beaucoup d'autres exemples. Pierre? Non, mais moi, un peu comme Andrew, on a organisé il n'y a pas longtemps Change Now, qui était un salon du changement positif. Il y avait des centaines d'entreprises. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui viennent en disant, on va apporter une solution, par exemple, de toilettes dans des pays dans lesquels il n'y en a pas. C'est absolument capital, évidemment, pour éviter les déperditions d'eau, de santé. Enfin bon, on est dans des enchaînements positifs. Et maintenant, on a des gens, des jeunes, des moins jeunes, enfin, qui se posent des questions ou qui reposent des questions fondamentales. Toutes celles-là, comme tu dis, la filtration d'eau, permettre qu'on boive une eau, des besoins fondamentaux. Parce que c'est aussi, pour moi, cohérent
Au moment où nous, on s'interroge sur la façon de déconsommer la nouvelle frugalité, il y a des millions, des centaines de millions de gens qui, eux, voudraient juste consommer. Donc, si on n'apporte pas des solutions pour qu'ils consomment de façon un peu moins stupide que nous dans le passé, on se crée encore un autre problème. Donc ça, c'est, je trouve, de l'intelligence collective. Et c'est là où tu retrouves le collectif aussi. Mais ça peut être dans le télétravail, mais ça peut être aussi en voyageant, en voyant des gens et en créant des solutions ensemble. Guillaume, sur la question du profit, est-ce que vous avez changé votre grille de conseil et de diagnostic pour les entreprises? Est-ce que vous avez intégré d'autres critères que les profits, la rentabilité, la concurrence sur le recrutement et les tensions sur le marché du travail? Est-ce que vous avez intégré le fait que quand vous conseillez une boîte, vous lui dites il y a un point de passage obligé ou un point de passage opportun et pertinent? Oui, la réponse est oui. Et donc, dans tous les sujets qu'on traite aujourd'hui, au-delà de prendre des décisions sur la base de critères financiers, on va intégrer des critères sur le CO2, l'eau, la biodiversité, etc. Donc, quand on va refaire le footprint industriel d'une entreprise mondiale, on va prendre en compte tous ces critères. Moi, je voudrais juste rajouter 2 points sur la notion de profit. Parce que je pense que le profit est bien. Et je pense qu'en étant un acteur de la microéconomie, l'entreprise est sans doute l'agent le plus agile qu'on ait dans l'économie. Et donc, on a besoin de l'entreprise pour résoudre les problèmes. Il y a un sujet qui est très important, c'est le régulateur. Et je pense que le rôle du régulateur, en fait, c'est précisément d'orienter l'entreprise pour qu'elle devienne moteur de ce changement. Moi, je suis très content de voir que les eurodéputés ont voté l'interdiction de vente de moteurs thermiques à partir de 2035, que le prix du carbone sera désormais mis sur les biens importés. Ça, c'est très bien. Et l'entreprise va s'adapter. L'entreprise va s'adapter. Et c'est un agent qui pivote extrêmement bien l'entreprise. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est ce sont les grandes entreprises qui ont les moyens de changer les choses parce qu'elles ont la capacité à embarquer tout leur écosystème. Si je prends un exemple, quand on regarde l'automobile, Tesla est venu titiller les grands constructeurs. Moi, je suis frappé de voir qu'en 24 mois, tous les grands constructeurs ont aujourd'hui des solutions de mobilité qui sont décarbonées. Ils disaient tous que c'était un rêve l'électrique et que c'était inepte. Hein. Exactement. Mais vraiment, ça a duré jusqu'à ce que Tesla, il y en ait partout. Exactement. Et aujourd'hui, quand on prend tous les grands constructeurs mondiaux, les Toyota, les Volkswagen, les BMW, les Audi, les PSA, Renault, etc., ils ont tous des véhicules électriques et il y a 24 mois, il n'y avait pas avec pas mal de problèmes écologiques à la clé aussi. Alors, ça ne résout pas tout. Ouais. Je le prends juste comme un exemple de la vitesse à laquelle les agents microéconomiques entreprises sont capables de pivoter. Est-ce que les actionnaires changent? Parce que l'actionnaire, c'est un rapace. C'est un rapace. Alors, l'actionnaire n'est pas un rapace. L'actionnaire, en fait, tout dépend de l'horizon de temps qu'on lui donne. Et je pense qu'on a besoin pour mener cette transition, et Andrew le confirmera, mais on parle de milliers de trilliards d'euros à investir pour mener cette transition. Donc on a besoin des actionnaires, on a besoin de mobiliser des fonds et de financer cette transition. Donc il faut bien que ce financement trouve une forme de rentabilité. D'accord ? Ça, je pense que c'est... je ne crois pas à la philanthropie à l'échelle quand on parle de chiffres de... En revanche, il faut se donner du temps. Et là où l'actionnaire fonctionne mal, c'est quand il fonctionne au trimestre. Ça, c'est un vrai problème. Hein. Et moi, je suis assez convaincu que les fonds de private equity, qu'on a assez longtemps en fait critiqués, vont être un des agents essentiels du financement de la transition de certaines industries, parce qu'eux sont capables de prendre des paris en attendant des retours sur 5 ans, 10 ans. Alors que l'actionnaire en bourse, lui, montre une forme d'impatience, même si il y a beaucoup d'évolutions qui sont faites. Bien, on a un peu dépassé le temps qui était imparti à notre discussion, mais enfin, je pense que c'était nécessaire de vous entendre sur tous ces sujets. La parole est à notre panel d'étudiants qui auront évidemment bien à cœur de ne pas reposer les mêmes questions ou des questions qui amènent les mêmes réponses. Mes amis, vous avez la parole, je sais que vous êtes prêts et que vous êtes dans les starting blocks. Présentez-vous, n'hésitez pas, parce qu'en fait, ce n'est pas que des étudiants de la Sorbonne, ils viennent, je crois, de tout l'écosystème français, comme on dit. Alors, bonjour, je m'appelle Hugo Bérivin et je suis étudiant en première année en école d'ingénieur aérospatial à l'IPSA de Toulouse. Et vous continuez d'être ingénieur et vous acceptez de travailler? Pour l'instant, oui. C'est bien, je vous félicite. Je vous félicite, au moins un, c'est super. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'entreprise en général, votre vision à vous de l'entreprise du futur. Mais nous, une question qu'on voulait vous poser, c'était sur vos entreprises à vous, pour les groupes pour lesquels vous travaillez. Donc,
Dans 10 ans, quelles transformations devront-elles subir et quelle place auront-elles dans leur domaine dans le monde? Alors on a un cabinet de consultants, le plus connu au monde, et celui qui est content de ne pas s'appeler McKinsey, donc c'est vachement bien. On a un groupe de médias, avec dedans du papier, dedans, et on a une banque. Comment vous voyez dans 10 ans? Quelle transformation vous aimeriez avoir menée, nous demande notre ingénieur. Eh ben écoute, donc déjà l'intégration de tout ce qu'on a mentionné, donc être une entreprise respectueuse, responsable, qui permet à ceux qui lui accordent leur confiance, en fait, ceux qui acceptent encore de venir travailler pour elle, d'être formés, d'être contributifs, en fait, qui expriment ce qu'il y a de mieux dans les gens et pas, encore une fois, pas de la prédation, pas de l'exploitation. En fait, l'entreprise, et Guillaume connaît ça 1000 fois mieux que moi, mais il y a des modèles très anciens, puis après il y a eu le Fordisme, les Taylorismes. C'est pas vraiment la meilleure période quand même, puisqu'il y a eu une organisation qui correspondait à la révolution industrielle, mais qui était véritablement une militarisation du travail, et c'était un moment aussi d'exploitation des industries carbonées et de pollution la plus forte. Enfin bon, tout ça a évolué. Donc c'est un corps vivant. Donc une entreprise qui ait toutes ces capacités et ces dimensions-là, une entreprise dans laquelle on se dise: je viens, j'apporte ce que je suis. C'est un endroit où je peux effectivement me former, mais aussi apporter des choses, apporter des idées. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. Et vraiment, c'est un travail collectif. Il y a pas. Moi, je me méfierais beaucoup de quelqu'un qui dirait: j'ai inventé la bonne formule et venez tous là-dedans. Mais ce que David évoquait, c'est il faut qu'on donne envie d'y aller. Parce que sinon, il y a d'autres modalités. Vous connaissez tous, par exemple, le mouvement des makers. On a des gens qui peuvent s'établir tout seuls, travailler, définir des nouveaux instruments, utiliser des imprimantes 3D partagées, enfin bon, et être tout seul en fait. Et là, on est dans une micro-économisation en fait. Et donc, c'est la volonté d'être soi-même entreprise et de ne pas apporter le collectif. Il y a des statistiques aussi qui indiquent que potentiellement dans 10 ans aux États-Unis, 70% des salariés seraient freelance. C'est-à-dire qu'ils seraient, voilà, et ils diraient: j'apporte à un endroit ma force de travail, je l'apporte là, mais je ne suis pas engagé complètement dans une entreprise commune. Bon. Je pense qu'on raterait quelque chose si on n'inventait pas cette forme qui donne envie de consentir au collectif, quoi. Consentir au collectif, ça a quelque chose de très beau. On voit bien d'ailleurs à plein de points de vue dans notre société, ne pas en avoir du collectif, c'est quand même passer à côté de pas mal de choses. Andrew, dans 10 ans, HSBC. Donc dans 10 ans, sans répéter tout ce que l'on a dit, je vais te prendre un angle spécifique. Donc on est la banque au monde qui finance, ou la plus grande banque, on va dire, du commerce international. Donc on finance, on est banquier à des clients qui ont des chaînes d'approvisionnement dans le monde, qui financent des cargos, qui financent des machines. Donc pour moi, un des aspects, j'en parlais tout à l'heure en termes du blockchain, qui est un mot et je suis sûr que vous comprenez tous beaucoup mieux que moi le blockchain. Mais en tout cas, quand on finance le commerce international, c'est une série historiquement, c'était une série de documents, de papiers. On a un cargo sur un navire, par exemple, qui va d'un port vers l'autre. Ensuite, si on veut rassembler une bicyclette, peut-être que la selle est manufacturée en Chine, la pédale au Moyen-Orient, etc. Et donc, il faut tout rassembler, tout ça. Et le blockchain nous facilite, je dirais, l'intégration. C'est beaucoup plus efficace. Moins de papier, en fait. Moins de papier. Et donc, c'est l'avenir, je pense, du monde bancaire. Donc, c'est pas juste le digital pour payer en ligne. C'est vraiment des choses aussi sur le marché de l'entreprise. Et ça sera bien avant 10 ans, sinon HSBC ne sera plus en place. Mais voilà un des réseaux, je veux dire, de grands changements qui est en train de se faire place. On a investi, et j'aurais peut-être dû choisir cette entreprise-là, une entreprise qui s'appelle Contour, qui est une plateforme digitale qui facilite le blockchain dans les banques. On n'est pas la seule banque à financer cette entreprise, mais donc tout ce qui touche au commerce international, parce que dans 10 ans, on restera toujours cette banque internationale, pour moi, ça serait le bon exemple. Je vous donne un exemple, parce que c'est très important pour les banques. J'ai le souvenir d'avoir fait un prêt pour acheter un bien immobilier. Et donc, on va à la banque avec ma femme. On a passé. Alors, on voyait jamais notre banquier. C'est la première fois qu'on le voyait. Et donc, il avait la possibilité d'un contact privilégié avec ses clients.
On a passé une demi-heure à réécrire le même document en tout petit parce que je faisais des ratures, je comprenais rien. Et à la fin, on n'a même pas pris un café ni rien du tout. On a passé notre temps à faire du papier. Alors que le seul contact en 10 ou 20 ans qu'il avait avec nous, c'était le moment de nous fourguer des trucs, de nous demander comment ça allait, etc. Et on l'a passé en paperasserie. A contrario, alors peut-être pas HSBC, c'était une autre banque que je ne citerai pas. Mais a contrario, on est allé chez le notaire 15 jours plus tard. Chez le notaire, il avait tout numérisé, il n'y avait plus aucun papier et on a passé notre temps à parler d'autre chose que de la transaction. Non, mais on se souvient du passage chez le notaire. Exactement. Il y a des moments privilégiés dans la relation client. On a un café qui n'est pas trop mauvais, donc la prochaine fois. Mais c'est vrai que le Covid a accéléré ce changement digital parce que tout d'un coup, on ne pouvait plus venir à l'agence. Signer le papier, donc on a fait des signatures électroniques, etc. Et donc ça, c'est un aspect très positif du Covid. Bon, dès que j'achète ma place en maison de retraite, je viens vous voir, cher Andrew. Comment voyez-vous, Guillaume, le BCG dans 10 ans? Et quelle transformation vous aimeriez avoir menée? Oui. Donc, notre mission dans 10 ans, elle est la même qu'aujourd'hui, c'est de former et d'accompagner les leaders de demain. Donc ça, c'est la promesse qu'on fait à nos clients et c'est la promesse qu'on fait à nos employés. Dans cette promesse, on prend un engagement qui est de le faire déjà en net zéro 2030. Donc ça, c'est un engagement qu'on a pris il y a 2 ans déjà. Donc on a un pledge net zéro 2030. Donc 2030, c'est dans 8 ans. Et on pense qu'on l'atteindra avant. Il y a 2 choses, je pense, qui vont accélérer notre transformation. La première, c'est la diversité des talents. Donc BCG, on voit bien l'histoire, le cabinet en stratégie, donc on va fêter nos 60 ans l'année prochaine. Notre métier a considérablement évolué et aujourd'hui on a une diversité de talents et d'un modèle où on avait des talents très monolithiques. En fait, on a aujourd'hui des data scientists, des ingénieurs logiciels, on fait du design. Donc on a un pool de talents extrêmement large et on va continuer là-dessus en ayant encore plus de diversité et d'inclusion. Aujourd'hui, on arrive à recruter quand même à peu près à parité homme-femme. Et ça commence du coup à s'installer par effet ricochet dans toute la pyramide. Donc ça, c'est un volet très important. Et puis la deuxième chose, c'est de travailler en écosystème beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire que historiquement, notre métier, pour faire simple, c'est de vendre des heures. On vend des heures de gens qui ont de l'expertise et qui vont accompagner les clients. Et en fait, aujourd'hui, de plus en plus, on vend de l'impact ou des solutions. Donc je vais vous donner quelques exemples. Là, on vient de lancer... vous verrez ça sans doute prochainement, BCGX. BCGX, c'est quoi? Porno? Non? C'est un truc un peu... non? Alors, il y a SpaceX, il y a... D'accord, ok. Ouais. J'ai l'esprit mal placé, excuse-moi. En fait, c'est une entité qui va construire des solutions logicielles qui vont en fait aider les entreprises à gérer toute l'intelligence artificielle pour aller chercher de l'impact. Donc là, on sort un peu de notre métier. C'est déjà une entité qui aujourd'hui fait à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Et on est assez convaincu en fait que personne ne le fait vraiment bien. Et donc il y a une place à prendre. Et surtout qu'il y a un vrai besoin pour les entreprises pour accélérer leur transformation. Je parlais d'écosystème ouvert. On a été un des membres fondateurs de Breakthrough Energy Group, par exemple, qui a été créé par Bill Gates avec 8 sociétés. Et à 8 sociétés, on s'est engagé à investir 1 milliard pour aller en fait accélérer le passage à l'échelle de technologies qui vont permettre de résoudre les problèmes du climat, stockage d'électricité, biofuel dans l'aviation, etc. Et donc en fait, on a créé aussi CO2 AI, on a fait un partenariat exclusif avec SAP. Je donne quelques exemples, et en fait notre métier, d'un métier où on vendait des heures, on arrive en fait à vendre de l'impact et des solutions, et du coup à être en écosystème beaucoup plus ouvert. Et je pense que ces partenariats en fait vont s'accélérer pour renforcer l'impact qu'on peut avoir. Voilà. Question suivante du panel étudiant. Bonjour, je m'appelle Imane et je suis étudiante en licence d'économie à la Sorbonne. Ma question est la suivante. Essayez de la poser à l'un des intervenants parce qu'à chaque fois ils répondent tous à la question, ce qui limite les questions suivantes. Donc essayez de viser un peu. D'accord, alors ma question s'adresse à monsieur Charlin. Si on prend connaissance du dernier rapport du GIEC, les scientifiques sont unanimes. On doit réduire de 50% nos émissions de CO2 d'ici 2030. Et dans ce cadre-là, comment est-ce que, selon vous, les business models peuvent s'adapter pour les entreprises de demain, pour qu'elles correspondent à cette sobriété nécessaire? Et vous nous avez parlé de votre engagement social avec Each One, mais est-ce que vous vous engagez également sur cette thématique climatique? Merci. Vu la longueur de la question, tu peux facturer.
Moi, je serais toi, je facture. Non, mais on a tous été marqués par ce rapport du GIEC, évidemment. Donc, on a d'abord balayé devant notre porte. C'est notre engagement net zéro à 2030. Et évidemment, il va falloir qu'on aide nos clients et que toutes les entreprises s'y mettent. Je vais juste revenir brièvement sur le point que je faisais tout à l'heure. Les entreprises, elles sont parfaitement adaptables. Il faut juste définir un cadre. Il faut définir le cadre de jeu. Et le cadre de jeu, c'est la réglementation et les financements. Et à partir du moment où on a cette réglementation qui évolue, on voit, je reviens sur le prix du carbone, je pense que c'est complètement de nature à accélérer ce changement. En revanche, il faut que la réglementation suive et qu'on soit ensuite certain de pouvoir de la mettre en œuvre et de s'assurer qu'elle est respectée. Et donc moi je suis assez convaincu qu'on va y arriver, mais on ne peut pas demander aux entreprises de le faire si la réglementation n'évolue pas. Il suffit d'avoir un Parlement qui dégage des majorités claires pour voter des lois, tout simplement. Donc vous voyez où nous en sommes. Et elles trouveront le business model. Question suivante. Bonjour à tous, je suis Mariama, étudiante à Schema Business School, donc en finance d'entreprise. Et ma question s'adresse aussi à Monsieur Charland. Quel succès. C'est la suivante. Alors, à l'avenir, quel sens auront les flux d'informations au sein des entreprises? Selon vous, quelle est l'approche qui sera privilégiée par les entreprises, plutôt top to bottom ou bottom to top? Et quelle est l'approche qui vous semble la plus adaptée face aux défis qui s'annoncent en fait aux entreprises? Je suis pas sûr de bien avoir entendu la question. Elle parle vite. Oui. Tu parles très vite. Alors allez-y, reformulez, parce que tout le monde n'entend pas au fond, etc. Et si Guillaume n'a pas entendu, oui. Voilà. Alors, quel sens auront les flux d'informations au sein des... Flux d'informations. Voilà, c'est ça. D'accord. Au sein des entreprises. Et selon vous, quelle est l'approche qui sera privilégiée donc, dans les entreprises de demain? Plutôt bottom-up ou top-down? D'accord. D'accord. Du coup, quelle est l'approche qui vous semble la plus adaptée face aux défis qui s'annoncent aux entreprises? D'accord. Voilà. Donc, dans l'entreprise aujourd'hui, prolifération d'informations. Oui. Explosion même de l'information, on en a trop. Elle n'est jamais au bon endroit, on ne sait pas quoi en faire. Et en plus, il n'y a pas une seule version de la vérité. Donc, il y a deux enjeux principaux. Un, il faut une seule version de la vérité. Sinon, on ne s'en sort pas, parce qu'une information, c'est fait pour décider. Et si on n'a pas une seule version de la vérité, on n'est jamais d'accord. Déjà qu'on n'est pas d'accord, suivant qu'on regarde le problème de gauche ou de droite, si en plus la vérité n'est pas unique, on s'en sort pas. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, en fait, c'est de faire en sorte que l'information soit disponible au bon moment auprès de la bonne personne pour prendre la bonne décision. Et ça, la réponse en quelques mots, c'est l'intelligence artificielle. C'est de s'assurer, en fait, qu'on va aller livrer la substance de l'information au moment où on en a besoin à la bonne personne et à la personne qui est la mieux placée pour prendre la décision. Alors c'est un peu théorique, il y a énormément de travail à faire pour y arriver, mais c'est ça la vision. Pierre, peut-être, Pierre, sur les flux d'information, la fiabilité de l'information, ouais. Tu as peut-être un mot à dire là-dessus. Mais j'ai retrouvé récemment une expression de Jacques Lacan, qui est un psychiatre qui a disparu il y a longtemps maintenant, et il avait inventé cette expression, il parlait de la varité. La vérité qui varie. Et on est vraiment entré dans un monde de la varité. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que profusion d'informations, confusion d'informations. On a régulièrement un débat ou des débats sur est-ce que ce fait est certain, est-ce que la vérité est établie. Bon, c'est ce que disait Guillaume. Il faudrait quand même déjà réétablir les conditions du socle commun, se dire là-dessus, bon, c'est un fait incontestable, mais même les rapports les plus autorisés sont contestés. Et ça alimente les complotismes, ça alimente le système des fake news. Bon, pour moi, cette histoire de complotisme, de fake news, c'est le pire virus vraiment au cœur de nos sociétés. Et d'ailleurs, dans la période récente de la pandémie, je trouve que ce qui est très inquiétant aussi, c'est qu'un des derniers bastions de vérité déposés, qui était celui de la vérité médicale, a été contesté aussi. Maintenant, alors plus personne ne croit, et les médecins se contredisent entre eux. Enfin bon. Donc ça, c'est très mauvais parce qu'on est entré dans l'hyperprolifération d'informations et dans la confusion aussi. Donc nous, on essaie dans le métier de groupe de presse, et franchement, il faut être modeste parce qu'on peut se planter, nous aussi, tous les jours, toutes les semaines. On a vu cette semaine un grand collègue qui a eu un problème avec une information qui a dû immédiatement la démentir, mais bon, le mal était un peu fait. On essaie d'apporter de l'information vérifiée, sourcée, à peu près déposée, du décryptage, de l'analyse, de donner des clés, de proposer des choses. On essaie aussi d'être transparent. Encore une fois, je l'ai mentionné tout à l'heure, les Échos, il y a une tradition libérale, c'est dans la charte des journalistes. Voilà d'où nous parlons de là, c'est notre point de vue sur le monde. Bon, c'est affiché, c'est clair, mais on essaie de faire ça au quotidien. Encore une fois, c'est pas facile. On peut de temps en temps tomber dans un panneau ou tomber dans une désinformation.
ou à avoir une enquête qui ne fait pas émerger la vérité. Voilà, donc c'est un travail quotidien, mais je pense qu'il faut chérir la vérité pour éviter la varité. Moi, j'ajouterais juste, je pense qu'il faut les deux. Il faut l'information top-down, comme vous l'avez utilisé, et bottom-up. Si moi, je fais un mail ou une annonce, on va dire, sur les 8000 collaborateurs, ça va être lu par 2000. S'il y a quelque chose sur la promotion d'une personne, etc., je pense qu'il y en a 5000 qui le lisent, 6000. Si c'est quelqu'un qui a une bonne idée pour faire améliorer l'organisation, donc bottom-up, il y a peut-être les 8000. Donc je pense qu'il faut les deux, et l'intérêt, en fait, c'est d'avoir ces deux formes de communication. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Yaroslava, je suis étudiante en master de relations internationales à l'IRIS. J'ai une question pour Monsieur Louette. À Nice. Iris. À l'Iris. Iris. Vous avez déclaré au micro de vos confrères de France Info, on a laissé les GAFA prendre une place trop grande dans nos vies. Et ces entreprises sont souvent présentes dans des incubateurs ou campus de start-up comme Station F, que dirige Madame Varza qui n'est pas ici aujourd'hui. D'où ma question, selon vous, ces géants sont-ils les facilitateurs ou les destructeurs des modèles d'entreprise futures ? Merci pour la question. C'est vrai que j'ai écrit tout un bouquin là-dessus qui s'appelle « Des géants et des hommes », mais dont l'esprit général était de dire, parce que je les ai fréquentés, j'ai vu leur naissance, j'ai été en interaction, en procès aussi souvent avec eux. On a gagné à peu près, pour full disclosure, comme on dit, mais on a gagné tous nos procès d'ailleurs. Ces procès d'ailleurs rapportent beaucoup d'argent à l'État, pas aux entreprises en fait. C'est les amendes de l'autorité de la concurrence, c'est touché par le budget. Alors ça sert aussi à plein de choses utiles, mais ça ne va pas dans les caisses des entreprises qui gagnent les procès. J'essaie d'avoir une forme d'honnêteté intellectuelle là-dessus. J'ai vu leur naissance, ce sont de grandes entreprises, quoi, bourrées de talent, bourrées de réussite. Vous n'étiez pas né, mais quand les search engines, les moteurs de recherche sont apparus, il y avait Google, il y avait Excite, il y avait Lycos avec un labrador qui allait chercher l'information et qui la rapportait. Bon, mais ils ont tous été moins bons, visiblement, que Google qui s'est imposé. Voilà. Donc, la concurrence, en droit de la concurrence, et on parle de ça, la concurrence par les mérites, ça existe. Donc, ils ont été meilleurs, formidable, vraiment bravo à eux. Ils ont un peu modifié leur promesse initiale. Par exemple, Google, c'était on va organiser l'information du monde et on va apporter à chacun une information. Et puis c'est devenu une grande entreprise de pub qui continue à apporter de l'information, mais surtout qui est devenue une entreprise de monétisation massive d'une chose qu'ils n'ont pas payée. Ils n'ont pas acheté l'information et ils la monétisent, c'est-à-dire qu'ils en retirent des profits très substantiels, hein, avec des dizaines de milliards. Bon. Et ils financent des projets, bon, une bonne partie d'ailleurs, on ne sait pas trop où ça va, mais des projets qui entretiennent leur puissance. Et c'est là où le problème arrive, c'est que là aussi, en droit de la concurrence, quand on a une position devenue quasiment inexpugnable, qu'un nouveau concurrent ne peut pas entrer sur le marché, qui aujourd'hui peut dire, il y en a quelques-uns, il y a Ecosia, il y a Karma, j'en connais quelques-uns, des moteurs de recherche, mais ils sont tellement petits. Comment déloger cet acteur-là ? Là, on a un problème parce qu'on a un acteur ultra dominant. Et c'est pareil dans l'automobile ou dans tel ou tel secteur. On ne peut pas avoir un acteur qui domine et qui, au fond, étouffe l'entrée des nouveaux concurrents. On a également laissé trop facilement ces entreprises acheter leurs futurs concurrents. Ça, c'est une des acquisitions un peu prédatrices aussi qui font que le concurrent qui émerge, on l'achète, on l'intègre. Donc, dans cette catégorie-là, on a l'intégration après Facebook, d'Instagram, de WhatsApp, et toute une série qui fait qu'on peut vivre dans des entreprises du même groupe. Bon, tout ça pour dire que moi, je ne suis pas contre ces entreprises dans leur substance et dans leur talent. Je trouve qu'elles sont réelles, mais il faut la régulation. À un moment ou à un autre, tous les trois d'ailleurs, on l'a dit. Et le libéralisme en France n'est pas toujours bien compris. Le libéralisme, il va de pair avec la régulation. Le pire ennemi du libéralisme, c'est le monopole. Donc la régulation, elle est vite. La régulation dans le côté bancaire, c'est devenu très important. Il y a des ratios, il y a des règles. Le régulateur, c'est vraiment un partenaire permanent. Il faut dans l'assurance aussi, c'est évident, et dans toutes nos activités. Donc on est pour ça, des systèmes équilibrés dans lesquels de nouveaux concurrents peuvent apparaître et dans lesquels surtout le consommateur a de la liberté. Dans le cas de Facebook, peut-être pour prolonger d'un instant, Facebook a tellement d'utilisateurs aujourd'hui qu'on peut l'appeler l'agora du monde. Facebook, c'est l'agora du monde. C'est là que pour des milliards de gens, littéralement, on va discuter, on va partager des contenus qui sont nos contenus, qui maintenant vont être un peu rémunérés, mais avant on ne l'était pas. Et nos contenus sont le point de vue, le départ des conversations démocratiques, mais tout l'argent est généré au profit de 2 ou 3 acteurs. Encore une fois, on sent que ça ne va pas. Dans cette maison même, je crois jadis, Jean-Baptiste Durosel, qui était un professeur d'histoire, disait « Tout empire périra ». C'est une forme de loi dans l'histoire. Les empires périssent parce qu'ils s'effondrent sous leur propre poids ou parce qu'ils ont trop de problèmes à gérer. Je pense que c'est une chose qu'on voit se dessiner pour certains de ces grands empires-là. Ça a été trop loin, on s'en rend compte. Et ils ont été, au fond,
atteint par cette hubris. Quand on devient plus puissant qu'un État, on a un problème en tant qu'entreprise. Je pense que ce problème est atteint parfois. On prend une dernière question du panel étudiant et ensuite nous discutons avec la salle. J'ai une question pour Monsieur Wild. Donc, je m'appelle Julie et je suis étudiante en finance durable. HSBC Continental Europe appartient au groupe HSBC. Bon, je vous apprends rien. Une banque qui a versé 54 milliards de dollars aux 10 entreprises développant le plus de nouveaux projets dans les secteurs du charbon, du pétrole et du gaz, soit des projets n'ayant pas leur place dans le scénario de l'Agence internationale de l'énergie pour l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050, suivant une trajectoire d'1,5 degré. Quelles mesures comptez-vous prendre pour vous inscrire réellement comme un acteur engagé dans la transition ? Et je ne parle pas du coup d'une vision à 10 ans, mais d'une vision à 1, 2 ou 3 ans, parce que c'est le temps qui nous reste. Merci. Je pense qu'elle est prête à entrer au COMEX. Vous savez le faire. Voilà. C'est exactement les bonnes questions. Je dirais HSBC est absolument engagé dans ce... On a parlé énormément au début et sur ce thème qui est vraiment très important pour nous. On s'est engagé sur trois objectifs principaux qui sont ceux de la décarbonisation, on va dire des financements et des investissements. On s'est engagé sur aussi notre propre carbon footprint. Et donc ça, vous pouvez le lire dans qui sont peut-être pas à 2-3 ans, parce que c'est un monde qui est quand même très très complexe. Mais je suis d'accord, personnellement, il y a une urgence. Et je pense que les acteurs bancaires de partout sont vraiment très sensibles sur cette urgence, et on est complètement engagé sur ces sujets. Et aussi, certes, à aider, un des impacts, et je pense que c'est Guillaume qui le disait, il faut qu'on aide, et on est en train d'aider aussi les entreprises ultimement à transitionner. Et ça, c'est important parce qu'elles emploient des personnes, des familles, etc. Et donc, mais je vous rassure, c'est mon sujet numéro 1 à mon COMEX. Mais merci pour la question. J'ajoute une chose, c'est qu'au mois d'août, là, il y a une réglementation que les banques qui vont conseiller leurs clients dans leurs investissements vont devoir appliquer, qui consiste à les questionner par rapport à leur rapport à l'ISR, à l'investissement socialement responsable. Et les gens qui orientent l'épargne des gens qui ont de l'argent vont devoir leur dire, il y a une option ISR, vous y avez pensé, etc. Alors les questionnaires sont un peu à discrétion de chaque banque, mais elles vont devoir le faire. Maintenant, la salle, je vous propose quelque chose. Il est -20. J'ai contacté les plus hautes autorités de la commandanture qui nous donnent 10 minutes de plus à partir de 18h pour que vous ayez votre demi-heure, vous aussi, dans notre discussion. Qui est pour les 10 minutes de plus? Bon, les autres, vous êtes des traîtres, c'est pas grave. Alors, jusqu'à 18h10, qui veut prendre la parole avec une règle? Salut. La règle étant de finir votre intervention par un point d'interrogation. Ça, c'est très important, le point d'interrogation. C'est-à-dire que je ne prends pas les interventions de gens qui auraient voulu être à la tribune, je ne prends que des questions. C'est mon côté un peu autoritaire et respectueux. Le micro va vous arriver. Vous... voilà. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions. J'ai une question qui concerne les profits, la répartition des profits. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que l'entreprise du futur sera une entreprise où il y aura plus d'actionnariat salarié qui pourrait être une réponse à un défi sociétal d'aujourd'hui qui est à la fois l'engagement de gens qui ne veulent plus venir dans vos entreprises et puis aussi le problème du recrutement. Donc voilà, est-ce que vous pensez que ça peut être une solution pour l'entreprise du futur? Qui s'y colle? Tiens, Andrew. Je suis d'accord. De toute façon, c'est intéressant ce que vous dites en termes de... C'est une idée positive pour entraîner pour faire revenir, je pense que vous avez dit, certains des employés. Je dirais aujourd'hui, c'est déjà un tout petit peu le cas. Donc une entreprise privée, par définition, il y a des actionnaires privés. Une grande entreprise publique, là, c'est à la fois, il faut souvent lié à un refinancement ou un financement, c'est un apport d'argent, mais je pense que c'est une bonne idée si on veut vraiment que les collaborateurs ou même des clients qui sont dans la chaîne, on va dire, juste en dessous du produit, je pense que c'est une très bonne idée. Et donc je pense que oui, c'est la réponse. Il va falloir engager les employés là-dedans. On le voit d'ailleurs de plus en plus. Mais souvent, c'est soit sur du financement, c'est un moment de faire apporter les actionnaires, mais c'est possible de mettre en place des schémas qui
qui sont presque on appelle ça des phantom shares. C'est un schéma où les gens, on donne des actions aux employés et comme ça, ils sont beaucoup plus impliqués dans l'entreprise. Donc, je pense que c'était une longue façon de dire oui. Moi, j'irais aussi à la même conclusion. La participation, c'est une vieille idée et plus on en fera, mieux ce sera. Donc, on est évidemment très pour. Et plus aussi il y aura de Français ou de gens dans les différents pays actionnaires d'entreprise. Parce qu'on est copropriétaire, on a des droits, on peut s'exprimer, on peut aller en AG, et on se sent, et puis on choisit aussi de quelle entreprise on veut être actionnaire, propriétaire. Et ça, vraiment, c'est une chose qui me paraît déterminante pour ne pas rester au bord de la route ou passif ou en disant je suis critique, mais je suis pas dans l'action. Quand on est dans l'action, qu'on a une action, on a un titre de propriété, donc on a des droits. Question suivante. Merci. J'ai 2 remarques, mais j'ai aussi une question. Une remarque sur on parlait de l'accélération du temps tout au début et sur ce choix qu'a fait la SNCF de relancer des trains corail qui mettent la moitié de la journée pour traverser la France. Je me demande s'il n'y a pas le retour très raisonnable à quelque chose de plus lent. Et au début, je me suis dit, ils sont complètement fous ou crétins, je ne sais pas, c'est probablement pas le cas. Et ça pose une petite question. Une autre remarque sur les nouveaux comportements au sein de l'entreprise, ce que j'ai constaté, c'est que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Louette, ils viennent en consommateurs de temps dans l'entreprise et repartent, mais il s'est créé un nouveau comportement, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est général, de retrouvailles à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire que les gens se retrouvent, prennent des pots ensemble, et c'est aussi une autre source de créativité ailleurs, ça nourrit ailleurs, autrement, et je trouve cette chose assez intéressante finalement. Ça se passe autrement et ailleurs, pourquoi pas. Et j'ai une question enfin, j'ai l'impression d'un glissement progressif de certaines fonctions qu'on pourrait qualifier de régaliennes de l'État vers l'entreprise. Je pense à la recherche, je pense à l'action de l'entreprise en termes sur l'éducation, je pense à plein de choses. Et quand on parle de l'entreprise du futur, quelle va être sa place au sein de l'État? Est-ce qu'elle va... Enfin, je ne pense pas qu'elle remplace l'État, mais voilà, il y a un glissement. Et je regrette, Monsieur Abiker, je ne sais pas à qui poser la question, vous allez arbitrer sur ça. Je vais vous aider à mettre le point d'interrogation. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en matière de santé, en matière d'environnement, bientôt en matière d'éducation morale des ressources humaines, puisqu'on leur dit où est le bien maintenant, il faut être gentil avec un tel, il faut accueillir un tel, il faut signer les mails d'une certaine façon pour blesser personne, est-ce que vous avez le sentiment que l'État se défausse sur les entreprises pour prendre en charge un certain nombre de missions? Point d'interrogation. Non, mais bonne illustration de ça, c'est ce qui s'est passé en Russie et en Ukraine. Énormément de ressortissants en fait, ont été évacués par les entreprises, beaucoup plus que par les États. Donc oui, ça arrive. Est-ce que c'est un mal? Je ne suis pas sûr. Je pense que l'État n'a pas à se désengager. Sur l'éducation, on a besoin de formation à vie, et je pense que ce n'est pas forcément le rôle de l'État, et d'ailleurs, l'État n'est pas le meilleur dans tous ces rôles-là. Encore une fois, il faut un cadre. Mais je pense que l'entreprise, oui, à mon sens, ça reste un lieu d'unité et de communauté qui va s'enrichir et qui va apporter de plus en plus à ses employés. C'est la tendance qu'on voit et je pense qu'elle va se confirmer. On parle de plus en plus d'entreprises à mission, Andrew, et je pose aussi la question à Pierre pour prolonger ce que vous nous avez dit. Entreprise à mission de service public, entreprise privée à mission de service public, qu'elle se serait auto-donnée. Ce qui serait bizarre, mais ça ressemble un peu à ce qui se passe en ce moment. Non, moi, je pense que le sujet de la créativité est essentiel. Là, vous avez dit les gens se voient un petit peu en dehors du travail ou peut-être en dehors des bureaux. Je pense qu'il faut, et on essaye chez HSBC de reproduire ça massivement parce que les gens, d'abord, en ont besoin après 2 ans de changement. Et je pense que sur Elon Musk, il y avait aussi dans cette citation, il disait aucune entreprise n'a créé de mémoire de nouveaux produits ou de choses excellentes sans téléphonant côte à côte. Oui, voilà. Ouais. Et donc je suis complètement d'accord. Et donc oui, il faut donner un petit peu de liberté. Quelquefois, il faut donner pour l'entreprise une vision d'où il faut aller. Mais ce qui est vraiment important, une fois qu'on a donné cette vision, cette mission, c'est de la remplir. Et on ne peut pas la remplir au téléphone, on la remplit ensemble. Et donc de trouver de meilleurs produits, des choses comme ça, un meilleur service aux clients, vous permettre de signer en ligne et pas... Oui. Etc. Ça se fait quand les employés sont côte à côte. Pierre, je précise que Pierre est de formation haut fonctionnaire
Donc il a certainement un point de vue sur ces missions habituellement dévolues au service public que les entreprises sont parfois priées de prendre en charge ou qu'elles prennent en charge sans qu'on leur ait rien demandé. Écoute, pour moi, ce qui est important, c'est que chacun connaisse sa mission et sa place, quoi. Donc l'État qui singe les entreprises, je trouve pas ça génial. Donc voilà, l'État c'est l'État, il faut qu'il se modernise, mais il a pas à être honteux, il n'a pas à dire on va essayer de fonctionner comme une start-up. Ça, je trouve que c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Et l'entreprise, par ailleurs, ça, mes collègues l'ont dit, elle est devenue, encore une fois, tellement organisée et elle pivote plus vite, elle est plus rapide. Et oui, effectivement, dans certaines situations, elle se substitue, elle vient apporter une solution à laquelle l'État ne peut faire face. Mais moi, je voulais juste reprendre un mot de ce que Madame disait dans la première partie de son intervention sur la vitesse, en fait, et la rapidité du temps, le tempus fugit, le temps qui fuit tout le temps. Bon, je suis même étudiant. On apprenait déjà de Paul Virilio la dromologie. Il avait élaboré une sorte de science de la vitesse. C'était il y a 30 ans, parce que j'étais étudiant il y a très longtemps, 35 ans même. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où effectivement, il y a un besoin absolument de se poser, quoi. Et d'ailleurs, ça va de pair avec une chose que David chronique souvent dans ses papiers, c'est le développement incroyable de tout ce qui est lié à la méditation. Enfin, voilà. Il y a un besoin de se poser qui est d'autant plus important que tout va extrêmement vite et que, on l'a dit, tout est profus, voire confus. Donc vraiment, encore une fois, ça commence et ça finit par l'homme et la femme. Il faut se poser des questions personnelles. Et d'ailleurs, même quand on est à l'orée de sa carrière, il ne faut pas oublier d'embarquer tout de suite une réflexion sur la façon dont on va faire face, la façon dont on va vivre sa carrière, dont on va s'engager, parfois s'oublier dans le travail, parce que oui, on va s'oublier, c'est passionnant, on va donner du temps, mais aussi se poser et se dire, je dois regarder ce que je fais, je dois continuer à me former, et je dois être un être humain capable de ne pas s'oublier et se perdre dans le travail. Moi, je trouve que c'est vraiment important parce que ça ne s'est pas assez souvent passé dans les générations précédentes. Et donc, la dromologie, la science de la vitesse, c'est aussi la science de l'arrêt. Il faut savoir s'arrêter un temps, se poser et lever la tête et se dire où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on va collectivement. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment aussi un des aspects d'entreprise du futur, c'est de proposer ça, de le donner, de le favoriser. Et de dire ça n'est pas détrimental, si j'ose dire, ça n'est pas au détriment de votre productivité. Au contraire, c'est une façon d'être quelqu'un d'équilibré qui va continuer à avancer dans sa société. Question suivante. Oui, bonjour. Donc, merci pour ce débat très intéressant. Donc, je m'appelle Juliette Révillic. Je travaille chez un éditeur de logiciels mondial, très, très grand, que vous avez mentionné d'ailleurs, M. Charlin. Donc, c'est un éditeur de logiciels qui a pris des positions politiques tout récemment, à l'occasion de la guerre en Ukraine, qui allait au-delà des sanctions européennes. Et donc ma question est la suivante. À quel point est-ce que l'entreprise de demain sera politique dans un contexte actuel de globalisation où les entreprises ont plutôt tendance à tasser un petit peu leur positionnement et dans un contexte de grande instabilité géopolitique avec des problèmes actuels, des risques avec la Chine, etc. Donc voilà. Ma question s'adresse surtout à Monsieur Louette. J'en avais peur, mais... parce que surtout, je n'ai pas entendu entièrement tout. C'est la dimension politique. Est-ce que l'entreprise sera politique, c'est ça? D'accord. Ouais. Politique ou positive? Ah, politique. Politique, d'accord. Non, parce que c'est ce que j'avais quand même pensé comprendre. Donc, pour moi, elle est politique, la cité, bon, c'est très vaste, mais c'est un lieu où on fait société, d'accord? C'est un lieu où on doit s'assembler. Souvent, les sous-ensembles s'assemblent dans les entreprises pour former un collectif. Bon, ok, mais il n'y a pas d'élections, ou pas beaucoup. Il y a des élections de représentation du personnel. Pour moi, la politique, ça vient de la démocratie et ça procède de l'élection. Elles ont des formes différentes dans nos pays, mais d'ailleurs, en France, on vient d'inventer un mode de scrutin qui est proportionnel sans l'être. Enfin, c'est un truc assez nouveau quand même. On a une représentation qui est quasiment la proportionnelle. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais c'est une chose très très novatrice chez nous et sous la 5e. Mais il y a une élection. L'élection, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on se désole collectivement quand les gens ne vont pas voter ou quand il y a un trop grand nombre de gens qui ne vont pas voter, c'est que l'élection c'est ce qu'on donne de soi à la formation justement d'un collectif. L'entreprise c'est pas pareil. L'entreprise, il y aura quand même une collectivité, mais une hiérarchie aussi, et l'entreprise a besoin aussi de patrons, sinon ça devient phalanstère, ça devient Fourier, Proudhon, enfin il y a différentes modalités qui ont été étudiées. Souvent ça finit pas très bien en réalité, parce qu'il y a une détérioration du sens, ou alors il y a
quelque chose comme une dramatisation. Non, l'entreprise, elle ne doit pas faire trop de politique. En même temps, pardon de cette réponse un peu confuse et longue, mais en même temps, elle est pénétrée par les sujets de société. J'étais jadis dans une très grande entreprise de télécom, on ne va pas la citer, mais je me souviens d'avoir visité une nouvelle installation, une très très belle boutique dans une grande ville du sud de la France, et je comprenais qu'il y avait à l'arrière des salles de prière. Une salle de prière, c'est pas prévu dans une entreprise. Et pourtant, la religion, c'est un fait de société absolument majeur. Et c'est dans la vie des gens. Mais bon, c'est pas prévu. Donc là, c'est, à mon avis, aux politiques et à l'État d'organiser, de faire en sorte que cette conciliation se passe. Comment tu as géré cette affaire? Parce que des salles de prière dans une boutique Orange où on va acheter des box, c'est bizarre quand même. Mais ils révèlent tout. C'est complètement dingue. Je prends. Non, mais c'est dans ton CV. C'est dans le CV qui a été distribué à tout le monde. Pas lu, tout le monde s'en fout de mon CV. Je prends des grandes précautions oratoires pour. Voilà, bon, excuse-moi parce que j'ai pas fait attention. Mais non, mais c'est pas grave. Je suis désolé, je vais être sanctionné dès lundi. Mais pas du tout, c'est un jeu entre nous. Mais écoute, comment j'ai géré? J'ai pas du tout géré, il faut être clair, c'était déjà là. Donc c'était là et c'était pour moi c'est le réel qui s'infiltre dans l'entreprise, quoi. On peut pas dire, et je disais justement le contraire tout à l'heure, on peut pas dire qu'on n'arrive pas dans l'entreprise avec sa religion. Après, ce qui avait été trouvé là était une bonne solution, c'était géré de façon assez discrète, chacun pouvait avoir un temps pour lui, mais ça ne nuisait pas au fonctionnement collectif. Donc voilà, l'entreprise là, en l'espèce, elle avait trouvé une façon de fonctionner que l'État ne lui avait pas donnée. Mais moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il faudrait tout de même trouver des cadres et les poser, et parfois être ferme sur les cadres. Écoute, je t'annonce qu'on va organiser la circoncision de mon neveu à Radio Classique près du photocopieur. Voilà. Comme ça, nouveau cas pratique. Il faut en laisser un petit peu. Enfin, il ne faut pas tout prendre au premier degré. Non, je pense que vous soulevez une question qui, à mon avis, une des plus complexes auxquelles les dirigeants vont devoir faire face dans les 10 prochaines années. Parce qu'en fait, on sort d'un monde assez linéaire de pensée unique, où on a vu quand même pendant des années de plus en plus de démocratie et le libéralisme gagner l'ensemble du monde de manière évidente. On en est sorti depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et en fait, les chefs d'entreprise sont attendus sur énormément de sujets, y compris des sujets sur lesquels en fait, leur parole n'est pas particulièrement légitime. Et je pense que c'était facile dans l'ancien monde, ça devient impossible dans le nouveau. Donc je pense qu'il y aura un droit de réserve qui va s'imposer, sachant que communication interne et communication externe sont désormais les mêmes et sans filtre. Et là où ça va être compliqué, c'est que parfois on est obligé de prendre position. Et je reviens sur l'exemple de la Russie et de l'Ukraine. À un moment, il a fallu prendre position. Il a fallu dire on va arrêter de faire du business en Russie. Et en fait, est-ce qu'une entreprise doit être là pour exécuter les sanctions que les gouvernements ont décidées? C'est une vraie question. C'est pas son rôle. L'entreprise, elle est là en fait pour faire avancer ses affaires. Elle a des employés dont elle a la responsabilité et la charge d'ailleurs. Est-ce qu'elle se met pas en défaut en décidant du jour au lendemain de quitter la Russie, par exemple? Est-ce qu'une entreprise est là pour envoyer un certain nombre de collaborateurs en stage pour qu'ils apprennent à se comporter avec les femmes? J'ai dans mon entourage des cas tout à fait particuliers d'associés de très grands cabinets d'audit qui m'ont dit mais j'ai été envoyé en camp de rééducation et on est venu me faire la leçon au bureau sur comment je devais me comporter avec un tel et comment animer des réunions sans choquer personne. Est-ce qu'il y a une limite ou pas dans la rééducation et dans la prise en charge des consciences? Non mais là on est sur un sujet de diversité et d'inclusion. Mais c'est un sujet politique, hautement politique, parce qu'on passe de la conscience professionnelle à la conscience morale. Et là encore, c'est le chroniqueur qui parle, donc je prétends pas ni être objectif ni avoir raison, mais je pense que le conflit entre conscience professionnelle et conscience morale relève d'une question politique. Oui. Mais il est de nature totalement différente. Je pense que la question à laquelle j'essaye de répondre, c'était vraiment l'exposition d'un chef d'entreprise face à une décision internationale, politique. Est-ce que je suis pour ou contre les sanctions face à la Russie? Qu'est-ce que je fais entre la Chine et Taïwan, etc. Qui sont des sujets extrêmement complexes. Et la prise de position, en fait, peut mettre la vie en danger de tous les employés de l'entreprise. C'est ce qui s'est passé en Russie, on peut se le dire entre nous. C'est-à-dire que les entreprises qui ont aidé leurs employés à sortir de Russie pour ceux qui le voulaient ont mis en danger Donc c'est des sujets extrêmement compliqués et ça je pense qu'il faut avoir un droit de réserve. Sur les sujets de diversité et d'inclusion, il y a des biais inconscients. Dans des cultures qui sont très mal alpha, il y a de la rééducation à faire. Et je pense que c'est la responsabilité en effet de l'entreprise pour le coup. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on veut pousser le curseur sur ces sujets de diversité et d'inclusion, il faut faire de la place. Donc il faut la faire évoluer, cette culture d'entreprise. Alors ça va du small talk à la cafette,
dont il faut se débarrasser, à comment est-ce qu'on évalue les gens, quel profil on veut recruter, comment est-ce qu'on les intègre. C'est tout ça qu'il faut revoir. Et donc, est-ce que c'est la responsabilité de l'entreprise de faire ça? Oui, je pense que oui. Question suivante. J'avais envie d'ajouter un mot, mais sur cette question-là, pardon, parce que je trouve ça intéressant pour les femmes et les hommes dans la salle. Du côté des rédactions que je supervise, on va dire, on a mis en place, par exemple, au Parisien, un truc qui s'appelle le paritomètre. Un paritomètre, c'est un nom assez barbare. En fait, c'est l'idée que quand un journaliste écrit un article, un papier, à la fin du papier ou à la fin du journal, il faut qu'il y ait le même nombre d'expertes femmes consultées que d'experts hommes. Il faut qu'il y ait le même nombre de citations. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, en fait, ils appelaient des experts, ils trouvaient plutôt des experts. Et en fait, il y a une propension chez l'homme, pardon de le dire, mais assez grande à dire « Ouais, je peux en parler, je suis expert, hein, bien sûr, j'ai aucun problème. Ça aussi, je suis expert d'ailleurs. » Alors qu'il semble que vos congénères féminines aient tendance à dire « Je ne suis pas expert, c'est pas ma spécialité, je veux pas en parler. » Ça ne gêne pas beaucoup les hommes. Donc on a dit maintenant... Vous devez chercher, vous devez vous creuser un peu la tête. On l'a vu quand même dans la pandémie, on a vu apparaître dans les chaînes d'infos en continu. Il y a beaucoup de femmes qui sont apparues. Il y a 5 ans, ça n'aurait pas été le cas. Il y aurait eu toujours 2-3 types prêts. Alors, on se demandait à quel moment ils font le médecin, mais ils étaient absolument prêts à parler toute la journée de tout ce qui se passait. Moi, j'ai même vu des types qui étaient spécialistes des intestins, je crois, qui parlaient très bien du Covid et des virus. Bon, il doit y avoir plein de qualités. On a retrouvé à Top Chef. Question suivante. Bonjour, on parle de l'entreprise du futur. Je m'étonne qu'on n'ait pas mentionné un modèle d'entreprise qui justement peut être qualifié de politique, que sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les mutuelles, où justement il y a des élections, où justement il y a un modèle de gouvernance qui est un petit peu différent et où les bénéfices générés sont réinvestis au bénéfice de l'écosystème, en particulier des salariés, des clients. Est-ce que ça fait partie du futur ou est-ce que c'est totalement désuet? Non, pardon, pour moi c'est vraiment super. La question c'est le système mutualiste a-t-il de l'avenir? Social et solidaire. Il y a pas, on parlait des actionnaires. Les actionnaires peuvent être les clients d'une entreprise, leurs salariés. Je trouve que c'est vraiment un système extrêmement... Enfin, moi, j'aime beaucoup et j'en suis client, en fait. Donc, mais c'est un système très, très pertinent. Et on a vu dans la période récente, c'était la Maïf, en espèce, qui a été la première à dire bon, les assurances automobiles, comme vous n'avez pas le droit de rouler, de toute façon, on va vous rembourser une partie des primes. Mais il fallait le faire, quand même. Et au demeurant, c'est ultra bénéfique pour l'entreprise. L'image de cette société, qui était déjà très bonne, a été encore accrue. Donc voilà. Pour moi, dans le système capitaliste, le meilleur move, le meilleur mouvement, c'est quand l'intérêt général rejoint l'intérêt financier. Alors là, donc ils ont pris un mouvement d'intérêt général et en plus, ça fait du bien à l'entreprise. Donc c'est totalement cohérent. Et je pense que le système mutualiste, il est très cohérent comme ça. Il y a de la propriété, il y a de la répartition et il y a une sorte d'équilibre général. Donc il y a beaucoup d'avenir. On a une question tout là-haut. Oui, bonjour. Je vais me présenter, voilà, vous m'entendez, je suis cadre dirigeant retraité d'un grand groupe industriel international. C'est une question pour le BCG à propos du groupe Danone, dont on a beaucoup parlé, à propos bien sûr de son dirigeant qui était très engagé sur des valeurs de RSE et qui, comme tout le monde le sait, sous la pression de fonds activistes, a dû donner sa démission. Alors, en tant que consultant de grands dirigeants, que pourriez-vous conseiller à des dirigeants d'entreprise très engagés sur les valeurs dont on a parlé tout à l'heure pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas en Assemblée générale? C'est une question. Et juste pour être sûr que tout le monde comprenne bien, je ne suis ni un ancien salarié Danone, ni d'un de ses concurrents, bien sûr. Non, mais je me garderai bien de répondre spécifiquement sur le cas de Danone. Je pense que, on l'a dit... Aujourd'hui, le RSE est au cœur de l'agenda des entreprises. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour embarquer en fait son board, ses actionnaires, ses employés derrière un chemin de transformation qui est ambitieux, donc coûteux, qui va nécessiter de bouger les lignes, de construire des nouvelles compétences. Et comment est-ce qu'on établit ce dialogue en fait pour se donner du temps, se donner les moyens financiers. Et donc ça nécessite beaucoup de pédagogie, ça nécessite des allers-retours, ça nécessite du leadership, de la conviction. Il n'y a pas d'ingrédient totalement magique. Moi, ce que j'observe, c'est que, et ça a été dit par Andrew tout à l'heure, quand je regarde le CAC 40, qui sont les sociétés que je connaisse le mieux, il y a une mobilisation extrêmement forte sur tous ces sujets. Je peux vous dire que dans les boards, c'est 30% des discussions qui sont sur ces thèmes-là.
Personne aujourd'hui, je pense, en tout cas moi j'entends personne, ni être dans le déni, ni refuser l'obstacle. Hein. Donc ces discussions, elles ont lieu. Et je pense que s'il y a pu avoir des pots cassés, on va dire, dans les premières tentatives qui étaient peut-être un peu en amont de phase, je pense qu'on a dépassé largement ce stade aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tout est facile, hein. Mais l'éducation des boards est en train d'être faite. Les banquiers sont clairement très éduqués sur le sujet maintenant, et vous le disiez, Andrew. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Ouais, alors les fonds activistes aujourd'hui qui seraient activistes pour l'environnement, on les voit plutôt activistes sur le cours de l'action, hein, à ce stade. Est-ce qu'on aura un jour des fonds activistes sur l'environnement? Alors le fonds norvégien, le fonds souverain norvégien a commencé à prendre ce genre de posture. Hein. En France, ils sont rentrés assez activement chez Valeo, par exemple, il y a une dizaine d'années pratiquement, avec un impact très positif sur toute la société, en fait, hein, en amenant des exigences de transparence et en vraiment tirant la société par le haut. Ça vient avec un engagement de leur part d'accompagner la société, justement, avec un capital plus lent, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc ça arrivera peut-être. Aujourd'hui, les fonds activistes n'ont pas encore complètement fait leur mue, mais je forme le vœu qu'ils le fassent rapidement. Nous allons prendre une dernière question. Bonjour, Alena Stefanica. Ma question était, plutôt que le télétravail dans le futur, êtes-vous favorable à la mise en place d'une semaine de 4 jours? La Suède a mis en place en test la semaine de 4 jours. Phase test. Quand c'est très très dur, c'est pour Pierre. Est-ce que tu peux juste reformuler la question? Parce que moi, j'ai pas entendu, j'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez reformuler la question? Êtes-vous favorable pour la mise en place d'une semaine de 4 jours de travail? D'accord. Non. C'était compliqué. Non. Moi, je suis pas. Non, comme ça, après, je suis pas favorable. D'abord pour une raison, mais je reconnais qu'elle est très mauvaise. Mais pour moi, ce rapport français, tout le monde le répète maintenant, ce travail en français, ça vient de tripalium, qui est un instrument de torture. Bon, ce côté, le travail, c'est une torture, je le supporte pas. Alors en même temps, je reconnais qu'il y a des gens pour lesquels le travail est très dur et des gens qui ont été soumis à des conditions de travail très mauvaises. Ça, je le reconnais tout à fait. Mais je ne considère pas que travailler soit absolument une activité qu'il faille proscrire et combattre, quoi. Donc la ramener à 4 jours par la loi, non, je ne pense pas que ça soit vraiment une bonne idée. Mais encadrer, réguler, vérifier, faire de l'entreprise un lieu d'épanouissement, tout ce que j'ai dit, pardon, je ne veux pas tout reprendre, mais oui, absolument. Mais c'est plutôt réconcilier, en fait, se dire, j'ai envie, j'ai profit, c'est intéressant, et développer l'intérêt au travail. Et ça, encore une fois, comme on sort tout de même, on est en train de sortir, en tout cas en Occident, du taylorisme, du fordisme, je pense qu'il y a plein de façons de restaurer ça, et de donner toute sa place. Donc voilà, donc une régulation globale comme ça, disant non, pas plus que 4 jours. La société des loisirs, mais faut-il encore savoir comment les financer, ces loisirs, financer les loisirs et l'avenir des générations plus anciennes qui vivent plus longtemps. Enfin bon, voilà, pour moi, l'équation n'y est pas, mais c'est ma vision des choses et c'est pas absolument étayé par un calcul économique. Je ne sais pas où vous êtes, en fait, donc je regarde un peu partout parce que je ne sais pas où... Ah voilà, pardon. Je ne savais pas d'où venait la question, mais voilà. Donc non, je suis pas pour, non. Donc, moi, je suis complètement d'accord. Je pense que je ne suis pas sûr qu'une société sur 4 jours marcherait de façon pérenne. Par contre, dans des collaborateurs individuels, dans les cas individuels, on peut, et on le fait d'ailleurs, ça on peut facilement voir, il y a des situations familiales, etc. Ce que je dirais par contre, c'est que je vois dans les gens qui travaillent 4 jours par semaine, souvent plus de stress que ceux qui travaillent 5 jours par semaine, parce qu'il faut quelquefois, ça déborde. Donc on peut le faire, je dirais, flexiblement, mais je suis d'accord en termes d'une société, je pense que c'est difficile. Avant de remercier les intervenants, je voudrais vous inviter, par rapport justement à ces questions de présentiel, de travail à distance, à regarder l'endroit dans lequel nous nous trouvons et constater à quel point, à un moment donné, des gens qui voulaient réunir physiquement d'autres gens dans un lieu de travail, car nous sommes dans un lieu de travail, se sont donné de mal pour que ce lieu ressemble à quelque chose. Regardez-le. Et pensez que les gens qui ont pensé ce bâtiment pensaient à des gens qui allaient y passer des heures et des heures à écouter d'autres gens. Et ils se sont dit, ce serait bien que ça ressemble à quelque chose. Et je dois dire que les anciens avaient quand même en tête des
des choses assez extraordinaires. La deuxième chose, c'est que je pense à chacun d'entre vous qui, cette semaine, avait regardé votre agenda, regardé le programme de la Cité de la Réussite, et vous êtes dit, tiens, je consacrerai peut-être 1h30, 2 heures, 3 heures, dans un week-end qui aurait pu être dédié à la consommation, à faire l'amour, à promener un chien, à me disputer avec ma famille, j'en passe et des meilleurs, et vous avez décidé, tous autant que vous êtes, de venir ici, et je trouve que cette décision est éminemment respectable et qu'elle vous honore. La dernière chose, c'est que les intervenants qui sont ici ont regardé leur agenda il y a quelques mois et ils ont décidé, au lieu de faire ce qu'ils avaient à faire le week-end, d'être ici avec vous. Et je trouve que c'est une décision éminemment respectable et qu'elle les honore. Et je vous propose donc de nous applaudir.